Donc, on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes. Bienvenue donc dans l'atelier pour pouvoir piloter son entreprise. Oh non, ah mince, j'ai un petit souci. Pour pouvoir piloter son entreprise en temps de crise. Donc, je vais pouvoir vous entretenir sur la question. On va partager, donc je vais partager mon écran et on va pouvoir commencer. Là. Ah, mince. Arrêter. Un petit souci technique. Voilà, c'était pas le bon écran. C'est bien ça. C'est bon, vous voyez mon écran ou pas? Oui, c'est parfait, on voit. C'est bon, ok. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, il y a juste un tout petit souci, mais cette fois-ci, on est ok. Donc, nous allons commencer l'atelier pour piloter son entreprise en temps de crise. Donc, qui est-ce que je suis? Je suis Marva Laurent, je suis collaboratrice comptable dans un cabinet comptable moyen dans la région du Limousin en France. Donc, je suis responsable d'équipe et je gère en fait un portefeuille d'un peu plus de 70 clients de toute activité, un petit peu tout secteur. Voilà. Donc, je m'occupe principalement de pouvoir établir les bilans financiers, l'entretien avec les clients et l'entretien avec les clients. Donc, en plus de ça, j'interviens aussi à la CCI de la Corrèze. En fait, c'est l'INSUP qui propose plusieurs formations pour les entrepreneurs et même pour des jeunes, en fait. Donc, j'interviens dans les 5 jours pour entreprendre. Je pense que si vous êtes en France, vous devez connaître un petit peu le concept. C'est de pouvoir former les futurs entrepreneurs pour pouvoir gérer comme il faut leur entreprise. Donc, moi, j'interviens au niveau de la gestion de l'entreprise. Je donne le maximum de conseils par rapport à ça. Et pour ces 5 jours à entreprendre, il y a d'autres experts aussi qui interviennent dans le management, le droit social, voilà. Donc, moi, je suis plutôt axée sur la gestion de l'entreprise en cabinet. Donc, concrètement, nous le savons tous, le coronavirus actuellement voilà, prend beaucoup de place au sein des sociétés partout dans le monde. On est vraiment totalement envahi. On a nos habitudes de vie qui ont totalement changé. Il faut respecter les distanciations sociales. Plusieurs entreprises ont fermé, justement. Et mon objectif, c'était de pouvoir apporter une réponse pour ces entrepreneurs-là, pour ces chefs d'entreprise, pour leur donner le maximum de conseils finalement pour pouvoir tenir pendant cette crise, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place et comment est-ce qu'ils peuvent piloter leur entreprise au quotidien. Donc, c'est vrai que la crise n'est pas facile du tout pour tout le monde. C'est assez compliqué parce qu'on a des charges à supporter, il y en a certainement qui ont des salariés, il y a des coûts qui ont été engagés et il faut pourtant réussir à pouvoir soutenir cette entreprise, à pouvoir rester sur place, en fait, à pouvoir maintenir tout ce qu'on a mis en place. Donc, l'objectif, c'est de vous donner les astuces tout simplement pour pouvoir gérer toutes les choses comme il faut et maintenir votre entreprise. Voilà. Donc, en plus de cela, en tant qu'épouse de roi, voilà, nous sommes des servantes de Christ et nous devons tout simplement de pouvoir nous positionner en tant que servante de Christ, en tant qu'épouse de roi, épouse du roi des rois d'abord. Donc, en tant qu'épouse du roi des rois, nous avons juste la possibilité d'avoir une certaine grâce, une certaine faveur par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et rien que par rapport à cette identité, ce statut spécial, on se doit de pouvoir
de pouvoir réussir pendant cette crise. Voilà, parce que le Seigneur nous dit que le juste, en fait, quel que soit ce qui peut se passer, mais le juste reste stable, en fait. Lorsqu'on est sous l'autorité de Dieu, on a la stabilité, on a la sécurité, on a la protection. Et cela, en fait, va pour tout. Cela s'applique pour tout, pour notre business, pour notre santé, pour notre famille. Il n'y a pas un seul point pour lequel le Seigneur ne peut pas venir nous protéger, nous sécuriser. Donc, moi, en tant qu'expert dans la comptabilité, dans la gestion d'entreprise, mon objectif, c'était de venir pouvoir répondre à la problématique sur la crise sanitaire et votre entreprise. Donc, concrètement, pour cet atelier, je vais vous donner le maximum de conseils pour que vous puissiez être les gagnants de la crise, tout simplement. Pour que vous puissiez savoir distinguer aussi les formes d'entrepreneuriat, pour que vous puissiez assumer, prendre la responsabilité de votre rôle de chef d'entreprise et aussi vous donner en fait les différents outils comptables qui vont vous permettre de justement venir piloter votre entreprise au quotidien. Ensuite, on va finir par toutes les décisions stratégiques qu'il faut absolument mettre en place en fait dans ces moments de crise dans votre entreprise. Il faut prendre certaines décisions qui vont vous permettre justement de vous stabiliser ou même tout simplement de pouvoir vous accroître. Donc, c'est véritablement possible. Donc, c'est ce que nous allons aborder au fur et à mesure. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. On a un peu perdu de temps. Alors, donc, qui sont les gagnants de la crise? Actuellement, nous le savons tous, c'est la crise. Les entreprises ont fermé, ça c'est sûr. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'il y a des personnes qui prennent leur part de gâteau. Pendant que d'autres personnes sont en train de faire peut-être faillite, sont en train de perdre beaucoup d'argent, sont en train de couler. Mais il y a quand même des entreprises qui sont en train de prospérer. Il y a quand même des entreprises qui sont en train de gagner des parts de marché, qui sont en train d'augmenter leur chiffre d'affaires. Et vous devez absolument faire partie de ces gagnants. Donc, je vais commencer par vous présenter justement les différentes activités où on observe la croissance pendant ce premier confinement. Donc, le premier confinement qui a commencé à partir de mi-mars jusqu'au mois de mai, ou voire un peu plus pour certains pays. Donc, selon les études qui ont été faites, donc les activités où on a observé tout simplement une croissance assez importante sont donc le commerce en ligne, l'informatique, tout ce qui va être paiement en ligne, tout ce qui est streaming et jeux vidéo. Donc, on comprend très bien que ça s'explique en fait. Au niveau du commerce en ligne, vu que tout a fermé, c'est totalement normal que les gens se soient redirigés sur Internet pour pouvoir répondre à leurs besoins. Tout ce qui concerne le niveau de l'informatique, ça va surtout être tous les logiciels, en fait, toutes les plateformes disponibles pour pouvoir répondre à la question du télétravail. On a aussi tout ce qui est paiement en ligne. En fait, ça va être tous les paiements qui sont faits en ligne. En fait, vu que les gens se sont recentrés sur les activités sur Internet, les paiements en ligne ont tout simplement augmenté. Et les entreprises qui ont le monopole sur ces paiements en ligne, comme PayPal et bien d'autres encore, c'est eux qui se sont fait le maximum d'argent. Le streaming, là, c'est pour tous ceux qui étaient adeptes tout simplement aux vidéos, aux films. Il y a beaucoup de personnes qui ont passé leur temps dessus. Donc, il y a eu des abonnements, énormément d'abonnements, et ces entreprises-là se sont positionnées et ont fait du chiffre d'affaires. On a aussi l'activité de jeux vidéo qui a explosé parce que, évidemment, les enfants à la maison, on sait que, bon, surtout ici en Europe, on a beaucoup d'adultes qui jouent encore aux jeux vidéo énormément. Donc, finalement, ce sont des activités qui ont vu une certaine expansion pendant ce premier confinement. Donc, les grands gagnants, s'il faut les citer, qui est-ce qu'on a? Arrive en premier Amazon, bien sûr, le grand Amazon, parce que Amazon s'est positionné, c'est le leader dans le e-commerce, le leader en ligne. Donc, il a vu son chiffre d'affaires augmenter de plus de 5,2 milliards. Est-ce que vous pouvez imaginer 5,2 milliards de plus rien que sur 3 mois? Donc, il a raflé les parts de marché, il a répondu aux besoins. Ensuite, on a en deuxième place, on a Microsoft qui est venu apporter une réponse par rapport aux besoins de télétravail. Donc,
son expansion est surtout liée à l'application en fait Teams qui est venue répondre aux besoins du télétravail avec la connexion des équipes en fait en ligne. Moi aussi, en tant que collaboratrice comptable, voilà, j'ai fait beaucoup de télétravail et on a pu utiliser Teams dans notre cabinet, donc ça a vraiment pris de l'expansion. En troisième position, on a Apple, parce que Apple a proposé plusieurs offres, notamment autour de tout ce qui est musique. Donc, il y a eu une certaine attraction dans ce domaine-là. Ils ont pu se positionner en troisième place de ce classement. Donc, c'est quand même un classement, selon l'étude que j'ai vue, en fait, qui était sur 100 entreprises. Et sur les 100 entreprises, donc Amazon est arrivé en premier. Ensuite, on a eu Microsoft et on a eu Apple. Donc, vous pouvez déjà vous poser la question. Contrairement à ce qu'on peut penser, on peut se dire que nous sommes dans une situation de crise et que, vu que c'est la crise sanitaire, en réalité, les personnes qui devraient peut-être gagner le plus, ça devrait être tout ce qui est médical, tout ce qui est pharmacie, tout ce qui est autour du médical, les médicaments, tout ça. Voici les secteurs où on aurait pu penser qu'ils étaient censés, ils étaient les mieux placés pour être les premiers dans ce gain de part de marché, mais pas du tout. La seule entreprise qui arrive dans ce classement, elle est à la 19e place. Elle est à la 19e place du classement. Et si vous voulez, ce n'est même pas une entreprise, par rapport aux médicaments, c'est tout ce qui concerne plutôt les implants mammaires. Donc, c'est quand même assez étonnant. On peut se dire que c'est étonnant, mais en fait, pas du tout. C'est que les besoins sont différents et le positionnement des entreprises a été très différent pendant ce confinement. Donc, moi, mon objectif, c'est de pouvoir vous donner le maximum parce que nous sommes entrés dans le deuxième confinement et je tiens absolument à ce que les entrepreneurs puissent se positionner eux aussi pour aller chercher leur part de marché, puis puissent eux aussi prendre les décisions qu'il faut, les stratégies qu'il faut pour aller récupérer ces parts de marché. Donc, c'est vrai, on a eu Amazon, on a eu Microsoft, on a eu Apple, mais heureusement pour nous, on a notre mentor, notre présidente de Faiseurs d'Exploits qui nous a montré que pendant ce confinement, c'est possible de faire des choses. Donc, j'ai parlé d'Amazon, on va se dire, OK, c'est un grand groupe. Donc, ils ont les moyens de leur politique, ils peuvent se positionner. C'est simple. Mais nous avons quand même l'exemple de Marthe Karine Djakou. Marthe Karine Djakou, qui est pour moi un mentor, qui est notre présidente au niveau de Faiseurs d'Exploits et qui a réussi à faire des exploits tout simplement pendant cette période de confinement, alors que peut-être beaucoup étaient dans l'inquiétude, beaucoup étaient dans la peur. Mais elle s'est positionnée, elle a réfléchi, elle a sorti de nouveaux concepts. Donc, on sait tous que pour ceux qui la suivent, qu'elle a sorti MC Business TV pendant le confinement. Elle a positionné cette chaîne et aujourd'hui, on est quasiment à 100 000 abonnés en même pas 6 mois. Est-ce que vous imaginez le travail qui est derrière? C'est juste extraordinaire. En même temps, elle a lancé son académie de formation. Son académie de formation. Je pense qu'en ce moment, la formation, c'est pour Community Manager, c'est sa formation phare en ce moment. Et voilà, donc elle a su, pour moi, tirer parti de cette crise. Alors que d'autres entrepreneurs se sont peut-être été, dans beaucoup de réflexions, dans la peur. Non, il y a des gens qui se sont positionnés. Donc, si notre présidente a pu le faire, si des grandes entreprises comme Amazon et tout cela ont pu se positionner pendant le confinement, pendant cette crise, nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, nous pouvons le faire, nous pouvons tout simplement y arriver. Donc, c'est ce que nous allons voir dans les diapos qui viennent. Donc, je voulais juste réexpliquer que vraiment, la crise, c'est un climat favorable aux affaires. La crise est un climat favorable aux affaires. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde est dans la panique, parce que tout le monde perçoit un avenir en fait qui est flou. Donc, vu que les gens ont peur, ils se demandent s'il faut investir, ils se demandent s'il faut y aller ou pas. Il y en a qui prennent la décision de fermer des entreprises parce que justement, ils n'ont peut-être pas eu assez savoir, ils n'ont pas pu gérer comme il faut ou tout simplement, l'entreprise n'était pas assez stable déjà au niveau financier.
Ces entreprises-là ont certainement coulé. Il y a des choses, il y a des biens qui se vendent, notamment dans l'immobilier. Voilà, c'est quelque chose d'assez porteur. Donc, il y a plusieurs affaires qui peuvent se développer partout. Il y a de quoi faire. La crise, vraiment, comme toute crise, il y a toujours des affaires à faire. Donc, il faut juste en prendre conscience et se dire que c'est possible d'y aller, c'est possible de prendre notre part du marché, notre part de chiffre d'affaires dans cette crise. Donc, je veux juste revenir un petit peu sur le choix de ce thème, en fait, parce que je me suis vraiment proposée à Faiseurs d'Exploits pour intervenir pendant la conférence et j'ai pris un temps de prière pour demander à Dieu qu'est-ce que je devais donner à ces femmes. On m'a dit, OK, Marva, parle de la gestion d'entreprise. Et je me suis dit, waouh, la gestion d'entreprise, c'est très large. On a quand même des femmes dans Faiseurs d'Exploits qui sont dans le monde entier. Il y en a qui sont en Europe, il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont en Afrique. Il faut que je parvienne à retrouver un thème qui peut venir englober tout cela. Donc, j'ai pris mon temps de prière et vraiment, en me levant après ma prière, le Seigneur m'a donné ce thème de piloter son entreprise en temps de crise. Donc, je me suis dit, waouh, je pense que ça peut vraiment aider. Je pense que ça peut apporter le maximum d'astuces à ces entrepreneurs, surtout aux enfants de Dieu, parce que il est temps, dans ces temps de crise, en fait, c'est une redistribution de richesses. Donc, il faut que vous vous positionnez aux endroits où le Seigneur va pouvoir vous donner votre part de richesse. Il faut que vous arriviez à vous positionner, à adapter votre entreprise, à prendre des décisions pour pouvoir recevoir votre part de richesse dans cette redistribution. Parce que c'est vraiment ce qui est en train de se faire. Et nous l'avons entendu hier avec Marthe, notre mentor, Marthe Karine Jakou, qui nous disait encore que c'est un temps favorable. Il y a une grâce particulière et c'est ceux qui vont réussir à percevoir cette grâce, qui vont réussir à avoir les outils nécessaires, qui vont finalement être les gagnants de la crise. C'est possible. Et moi, ma prière la plus profonde, c'est que vraiment les entrepreneurs saisissent ce moment-là, comprennent tout simplement que Dieu dispose les choses pour eux et ça ne sert à rien de paniquer. Il faut s'asseoir, il faut réfléchir et il faut se mettre à agir tout simplement. Donc, pour cela, je vais commencer par vous faire un petit point sur cette crise et finalement, pourquoi est-ce que les personnes réussissent pendant la crise? Comme vous pouvez le voir actuellement sur la vidéo, on a une énorme vague. C'est vraiment une énorme vague. Et si vous n'êtes pas surfeur, à mon avis, vous pouvez franchement penser que vous allez vous noyer. On est d'accord. Vous pouvez penser que vous allez vous noyer parce qu'il y a quand même une énorme vague qui traverse et il faut réussir à passer entre cette vague-là, en fait. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir avoir une certaine flexibilité. C'est les entreprises qui auront la flexibilité, qui vont pouvoir passer cette crise. Il faut savoir, en fait, s'il faut le dire, il faut surfer sur la vague. En ce temps de crise, il faut réussir à surfer sur la vague. Il faut réussir à passer à travers ce qui semble être énorme pour d'autres personnes, ce qui semble être un véritable tourment. Vous devez avoir la stabilité, avoir la flexibilité et pouvoir vous adapter. Adapter votre entreprise, adapter vos affaires pour pouvoir vous positionner où il faut pendant la crise et tout simplement voilà, réussir et gagner le maximum d'argent parce que nous avons besoin de ça pour servir Dieu, nous avons besoin de ça pour bénir d'autres personnes et pour réaliser des exploits. Nous sommes dans Faiseurs d'Exploits et c'est pour ça que nous sommes appelés. Donc, je vais commencer par vous expliquer un petit peu, revenir sur les formes d'exercice entrepreneurial. Alors, je veux appuyer sur ce point parce que je me rappelle que j'étais à Paris en décembre 2019 à une conférence organisée par Ricardo Kanyama, qui est un multimilliardaire congolais. Et il y avait Marthe Karine Jakou qui intervenait à cette conférence. Et à côté, il y avait une dame qui revenait d'Italie et qui avait donné son témoignage devant un petit peu tout le monde en disant que voilà, elle avait créé sa société, qu'elle avait lancé la société et tout ça. Bon, moi, j'étais assise à côté d'elle et du coup, on a pu échanger un petit peu sur cette création de société. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle utilisait très mal les termes. Alors, en tant que comptable, c'est sûr que moi, tout de suite, ça m'a interpellée. Elle utilisait en fait
c'était les mauvais termes. Elle parlait de société, mais en fait, ce dont elle voulait dire, c'était une auto-entreprise. Et moi, je trouve que c'est très important d'utiliser les bons termes. Pourquoi est-ce qu'il faut utiliser les bons termes? Parce qu'on est appelé à être en contact de personnes qui ont un certain niveau. Et alors, d'être en contact de partenaires, des partenaires comme les banques. Vous n'allez pas arriver à une banque et leur dire que vous avez créé une société. Ils vont vous dire, OK, quel statut de société? Vous êtes quoi, une société anonyme, une SARL? Vous allez leur dire non, rien de tout ça. En fait, vous parlez d'auto-entreprise. Donc, déjà en termes de crédibilité par rapport à vous, par rapport à votre bagage personnel, c'est important d'avoir cette différence-là. C'est important de savoir quel type d'entreprise vous êtes. Donc, moi, je me base vraiment sur ce qui est en France parce que c'est ce que je sais. Donc, en termes d'exercice entrepreneurial, on a l'auto-entreprise ou la micro-entreprise. On a ensuite l'entreprise individuelle et la société. Donc, je vais vous expliquer un petit peu, vraiment de façon très résumée, les différents points. Donc, l'auto-entreprise, c'est vraiment la base. Quand vous commencez votre affaire, en général, tout le monde commence en auto-entreprise. Pourquoi? Et parce que c'est une structure très simplifiée. C'est vraiment très, très simple comme structure. On a juste à créer son entreprise. Les déclarations de notre chiffre d'affaires se font en ligne. Donc, tout est assez fluide en fait. Dans cette entreprise individuelle, il n'y a une seule personnalité juridique. Ça veut dire qu'on a une confusion entre l'entreprise en elle-même et le chef d'entreprise. Ça ne fait qu'une seule personne. Donc, on a ce qu'on appelle une confusion de patrimoine entre le patrimoine privé, donc ce qui vient de vos activités très personnelles, et le patrimoine professionnel, donc qui vient de votre activité entrepreneuriale. Dans cette entreprise-là, en fait, dans cette structure, c'est totalement, c'est en confusion, en fait. Tout est regroupé. Ensuite, donc on a une liberté d'action et d'organisation parce que c'est quelque chose de très simple. Donc, on n'est pas suivi, on n'est absolument pas suivi par le fisc, voilà, bon, un petit peu, mais moins contrôlé qu'une entreprise d'une ampleur un peu plus haute, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, en France, pour être auto-entrepreneur, on a des seuils. Donc, à partir de jusqu'à 167 200 € pour les activités de vente de marchandises et jusqu'à 72 600 € pour les activités de prestation de services. Donc, concrètement, si vous vendez, vous faites votre chiffre d'affaires au quotidien et que vous ne dépassez pas ces seuils-là de 176 000 et 72 000 €, vous restez en micro-entreprise. Voilà. Si vous dépassez les seuils, vous allez passer du coup, nous allons le voir en entreprise individuelle, en fait, vous passez à ce qu'on appelle un régime réel. Vous me dites si je vais un peu vite, mais bon, là, c'est vraiment juste pour poser les bases. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment important. Alors, dans l'auto-entreprise, la loi ne nous interdit pas de recruter des salariés, mais il n'est pas conseillé d'avoir un salarié lorsqu'on est auto-entrepreneur. Pourquoi? Parce que quand vous avez un salarié, vous avez des charges qui sont attachées à ce salarié-là. Et ensuite, vu que vous avez des charges attachées à ce salarié, il faut pouvoir le payer tous les mois, quoi qu'il arrive. Donc, il faut que vous puissiez garantir un certain chiffre d'affaires. Et si vous n'avez pas cette capacité-là, on conseille du moins de ne pas recruter de salariés parce que ça veut dire qu'en recrutant un salarié, vous vous attendez à avoir une augmentation de votre chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que très certainement, vous allez dépasser les seuils d'auto-entreprise. Voilà, donc l'auto-entreprise, vraiment en un mot, c'est vraiment juste pour commencer. J'ai envie de me lancer, j'ai envie de tester, donc je commence par l'auto-entreprise. Ensuite, on a l'entreprise individuelle. Donc, rien n'empêche de pouvoir commencer par une entreprise individuelle tout de suite. Hein. Ça, beaucoup de personnes le font aussi, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pareil, ça reste une structure très simple. On a toujours une confusion au niveau du patrimoine privé et professionnel. On a une certaine liberté d'action aussi, d'organisation, voilà, un peu moins que pour l'auto-entreprise, mais on a quand même une certaine liberté. Il n'y a pas de seuil en termes de chiffre d'affaires et en entreprise individuelle, on peut recruter des salariés. Voilà. Concernant la société, donc, c'est une structure très, très encadrée. Voilà. Lorsqu'on passe en société, les choses vont vraiment être très encadrées. On a du coup deux personnalités. On a ce qu'on appelle l'entité morale, donc c'est la société, parce que la société est une personne à part, c'est une personnalité morale, et on aura l'entité
personne physique, donc vous, en tant qu'auto-entrepreneur, vous êtes une entité. Donc, dans une société, en fait, on a vraiment une distinction au niveau des patrimoines. Vous avez le patrimoine privé, vous avez le patrimoine professionnel, et c'est deux choses différentes. Voilà, il n'y a pas du tout de confusion par rapport à ça. Vous, en tant qu'auto-entrepreneur, vous avez votre patrimoine privé et la société a son patrimoine professionnel. Donc, en termes d'action, voilà, c'est un peu moins, on a un peu moins de liberté d'organisation, voilà, par rapport à ce qu'on veut faire en fait en termes comptables, parce que tout est régi par des normes. Voilà, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, tout est assez bien encadré. En termes de chiffre d'affaires, on peut créer sa société, peu importe le chiffre d'affaires, même si on part de zéro de chiffre d'affaires, on peut le faire. Ça, c'est totalement possible, sachant qu'en France, on a ce qu'on appelle les SARL ou EURL, entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, où on peut commencer à créer son entreprise à partir de 1 euro. C'est vraiment la base d'apport en capital. Donc, quel que soit le chiffre d'affaires que vous envisagez faire, vous pouvez commencer par une société. Mais en général, on recommande de commencer par une auto-entreprise pour pouvoir tester un petit peu comment votre activité réagit. Parce qu'il faut quand même savoir que la création d'une entreprise, une société, engendre beaucoup de frais. Voilà, il faut pouvoir faire les statuts, voilà, il faut un comptable, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Donc, du coup, vous allez être un peu limité ou avoir besoin de beaucoup de dépenses à la base. Donc, si vous n'avez pas le capital pour ça, commencez par l'auto-entreprise, c'est le plus simple. Et bien sûr, en société, il y a la possibilité de pouvoir recruter les salariés sans problème. Est-ce que jusque-là, ça va? J'aimerais vraiment si… C'est vrai on court un peu après le temps, mais ce serait un peu dommage que, voilà, si vous comprenez, si ça ne va pas, vous n'hésitez pas à me le dire. Vous laissez un message, comme ça, je reviens. Donc, il est très important que vous compreniez votre responsabilité en tant que chef d'entreprise. Ça, c'est primordial. En tant que chef d'entreprise, vous avez une responsabilité. En droit, on appelle cela une gestion en bon père de famille. Tout chef d'entreprise doit avoir une gestion de son entreprise en bon père de famille. Vous devez pouvoir gérer votre entreprise tout simplement, mais comme un père de famille, comme un père ou comme une mère qui prend soin de ses enfants, qui prend soin tout simplement qui prend soin de ses enfants, qui fait tout en fait pour que tout aille bien. Et on le retrouve ça dans le Proverbe 31 au verset 18, où le Seigneur nous parle de la femme vertueuse. Et il nous dit que la femme vertueuse s'assure de la bonne marche de ses affaires. Donc, elle a une gestion en bon père de famille selon le droit, parce qu'elle veille à ce que ses affaires se passent bien. Ça veut dire qu'elle a un œil dessus, ça veut dire qu'elle va regarder, elle va voir comment ça se passe, est-ce que je peux développer ci, est-ce que je peux améliorer cela. Elle veille véritablement. Donc, c'est vraiment une recommandation d'abord biblique. En tant que femme d'exploit, nous devons absolument veiller sur nos entreprises. Veiller sur nos entreprises. Donc, moi, je reviens au moment de la crise. Voilà, votre entreprise va mal. Ça se passe pas très bien. Vous n'avez plus de chiffre d'affaires. Rien ne va. Comme cette mère de famille que vous voyez actuellement, est-ce que juste en tant que chef d'entreprise, vous pouvez laisser votre enfant, est-ce qu'en tant que parent, vous pouvez tout simplement laisser votre enfant très fiévreux, très malade, sans rien faire? Est-ce que vous pouvez, par exemple, vous avez votre enfant qui est malade et vous lui administrez le mauvais médicament? Non, ça va l'assommer, ça va le tuer. En tant que chef d'entreprise, votre entreprise, en fait, c'est comme votre enfant et vous devez tout faire pour que l'entreprise aille bien. Vous devez donner tout ce que vous avez pour que cette entreprise fonctionne. Et s'il y a des difficultés, s'il y a des problèmes, en fait, vous devez tout faire pour remuer ciel et terre pour que l'entreprise fonctionne. Parce qu'en tant que parent, vous n'allez jamais laisser votre enfant mourir. Vous n'allez jamais laisser votre enfant juste mourir en la regardant, en croisant les bras. Ce n'est pas possible. Vous allez vous bouger, même si vous n'avez pas d'argent. Vous allez aller cogner à toutes les portes pour pouvoir
prendre soin de votre enfant. Eh bien, c'est la même chose avec votre entreprise. Le Seigneur attend ça de vous. Le Seigneur attend fortement que vous puissiez prendre soin de ce qu'il vous a donné. C'est comme la parabole des talents, c'est pareil, le Seigneur nous a donné des talents et au retour, on fera les comptes. Donc, si quand vous avez lancé votre entreprise, cette entreprise, c'est vraiment Dieu qui vous l'a mis à cœur, ça veut dire que vous devez vous disposer à tout faire, tout mettre en œuvre pour qu'elle tienne, parce que Dieu vous demandera des comptes. Ça, c'est sûr et certain. Et parce qu'en tant que père, en tant que mère, en tant que, voilà, en tant que chef, vous devez absolument vous prendre soin de votre entreprise comme vous prenez soin de vos enfants et de vos proches. C'est important. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je disais. Il faut véritablement pouvoir veiller à son entreprise. Il faut tout faire pour l'emmener dans la croissance. Voilà, quand on a un enfant, on a envie de le voir grandir. Je pense qu'aucune mère ne souhaite que son enfant garde 2 ans. Ce n'est pas possible. Voilà. Toute mère, tout parent veut voir son enfant grandir, veut le voir s'épanouir. Mais c'est pareil pour vos entreprises. Vraiment, c'est une analogie qu'il faut prendre en compte. Vous devez veiller à ce que votre entreprise progresse. Vous devez tout donner pour que l'entreprise puisse tout simplement progresser. Voilà, vous devez tout faire pour cela. Donc, moi, ce que je veux dire pour commencer, c'est que vous puissiez garder la motivation, garder la rage du départ. Vous vous rappelez quand vous avez lancé cette entreprise, comment c'était peut-être difficile pour vous, c'était peut-être compliqué, vous avez fait des sacrifices par rapport à ça, vous êtes sacrifié pour cela. Ça n'a pas été simple, mais vous avez tenu. Eh bien, en ces temps de crise, vous devez ressortir cette rage, vous devez ressortir cette capacité que vous aviez au début pour transformer, pour créer cette entreprise. C'est ce que le Seigneur attend de vous, que vous ressortez cette rage et que vous allez chercher les solutions, que vous vous battez au maximum. Il ne faut absolument pas baisser les bras. Et comme je le disais déjà, de toute façon, c'est une période de grâce pour les personnes qui sauront se positionner. C'est une période de grâce où, je le pense vraiment, c'est la conviction que j'ai reçue quand j'ai fait cette formation pour vous. C'est vraiment la conviction que le Seigneur a mis dans mon cœur, que c'est une période de grâce et les entrepreneurs chrétiens doivent se positionner pour recevoir leur part de bénédiction. Ils doivent présenter des vases au Seigneur afin que la redistribution des richesses se fasse dans leur sens. Voilà. Donc, en tant que chef d'entreprise, vous devez savoir, surtout dans ces temps de crise, gérer vos émotions. C'est primordial. Je pense même que c'est ce qui fait une grande différence par rapport à tout le monde. Ça, c'est vraiment un point juste incontournable. Vous devez absolument gérer vos émotions. Pourquoi? Mais parce que dans ces temps de crise, en fait, tout le monde est sujet tout simplement à la peur, à l'anxiété, au doute, au stress, à la confusion, au désespoir. Et parce qu'on est envahi par cet ensemble d'émotions, euh, on n'est pas capable de prendre des décisions, en fait. On n'est pas capable de venir se positionner à un certain endroit qui est pourtant important. On n'est pas capable de le faire. Donc, il faut bien comprendre que les émotions, vraiment, au niveau de votre cerveau, c'est juste une analyse de tous les événements extérieurs qui viennent en vous. Votre cerveau va venir interpréter ces événements et vous allez avoir une émotion à la fin. Donc, il faut réussir à pouvoir gérer ces émotions. Il faut réussir véritablement à les arrêter. Il faut que vous preniez la décision. Si vous avez peur actuellement par rapport à la crise, si vous avez peur, il faut décider d'arrêter. Stopper toutes les mauvaises émotions. Stopper la peur, stopper l'anxiété, stopper le doute. Stopper le doute. Vous avez besoin de gérer vos émotions. C'est déjà la première base. Parce qu'à partir de là, on va pouvoir avancer. Vous allez pouvoir vous positionner tout simplement. Voilà. Donc, gérez vos émotions et surtout, activez votre mindset de gagnant. Soyez déterminé, soyez convaincu de ce que vous voulez faire, soyez absolument sûr de où vous voulez aller. Ayez l'assurance, pas l'assurance selon les hommes, mais l'assurance devant Dieu, selon ce que Dieu met en nous, selon ce que le Seigneur tout simplement a mis en vous, en fait. Vous avez cette assurance que vous allez réussir quoi qu'il arrive. Moi, j'ai toujours, je dis souvent que, en fait,
Le Seigneur, quand on regarde la façon dont le monde est bâti, le Seigneur a toujours achevé tout ce qu'il a fait. Il a toujours réussi à aller jusqu'au bout, à garder les choses comme il faut. Donc, il n'y a pas de raison que vous arrêtez en cours de chemin. Il n'y a aucune raison que vous preniez pour pouvoir abandonner cette entreprise. Non, parce que Dieu a achevé ce qu'il a fait. Quand vous vous regardez, je ne sais pas si vous pouvez prendre le temps de vous regarder, mais regardez-vous, vous êtes complète. Moi, je suis complète, je suis totalement complète. J'ai 4 membres, j'ai des yeux, j'ai la vue, j'ai tout ce qu'il faut en fait. Je suis complète, je suis une œuvre juste parfaite de Christ. Alors, parce que je suis une œuvre parfaite de Christ, je dois accomplir exactement ce que Dieu me dit de faire. Je ne peux pas lâcher mon entreprise parce que c'est trop difficile. Non, ce n'est pas du tout ça. Donc, il faut activer son mindset de gagnant. Il faut y aller. Il faut être optimiste, réaliste. Ça, on va le voir. Le réalisme vient vraiment par rapport à ce que je vais vous donner après. Il faut être concentré parce que, voilà, confinement, réseaux sociaux, si vous ne faites pas le choix des bonnes informations, vous allez être perdu. Et il faut être déterminé. Il faut absolument être déterminé, savoir où vous allez. Ça, c'est très important. Donc, on va commencer aussi à rajouter un point de plus, c'est que une entreprise, comme je l'ai vu, comme je vous l'ai expliqué auparavant, l'entreprise, c'est l'entreprise, vous, c'est vous. Il faut absolument faire une distinction entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel. Vous n'avez pas à vous servir dans les caisses de votre entreprise. Voilà, j'ai vraiment mis cette image pour qu'elle soit le plus parlant possible. Vous n'avez pas à aller piocher dans le patrimoine de votre entreprise. En fait, parce que l'argent de votre entreprise, ce n'est pas votre argent. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, en fait, comme je l'expliquais, on a une confusion, c'est vrai, de patrimoine, qu'on est en entreprise individuelle ou en auto-entreprise. Au niveau de la société, bon, là, c'est clair, on a vraiment une séparation au niveau des patrimoines. Ça veut dire qu'en société, si vous décidez de retirer de l'argent de la société pour aller, je ne sais pas, répondre à un problème familial bien précis, c'est de l'abus de biens sociaux. Et ça, tout de suite, la justice ne va pas vous manquer. Le seul problème, c'est que en entreprise individuelle et en auto-entreprise, on n'a pas effectivement cette question-là. Mais c'est un point que vous devez absolument avoir dès le début de votre création d'entreprise. Il faut que vous sachiez déjà faire la différence entre les deux parce que c'est une habitude que vous devez prendre en fait. Vous n'allez pas attendre d'être en société pour appliquer cela. Non. Dès la base, dès le début, vous devez absolument avoir cette distinction. Savoir que ce que je réalise en tant que comme chiffre d'affaires, comme revenu dans mon activité professionnelle, c'est pour mon entreprise. Ensuite, moi, en tant que personne physique, j'ai autre chose. Je ne vais pas aller dire que j'ai vendu tant de choses aujourd'hui et je vais aller retirer une partie de ces choses pour aller courir et, je ne sais pas moi, acheter un sac de riz. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et si vous voulez vraiment aller très, très loin, il faut que vous ayez ces bases. Il faut que vous ayez ces principes-là de distinction entre votre patrimoine privé et votre patrimoine en fait professionnel à tous les niveaux. Même si juridiquement, on nous dit qu'il y a ici, voilà, il y a une confusion, mais non. Vous, en tant que faiseur d'exploits, vous savez où vous allez, vous avez une très, très grande vision. La distinction, la séparation du patrimoine commence dès l'auto-entreprise. Il faut absolument voilà, le concevoir. Donc, en un mot, voilà, l'argent de votre activité professionnelle n'est pas votre argent. C'est comme ça qu'on peut le résumer tout simplement. Votre entreprise fait un chiffre d'affaires pour payer des charges et faire un bénéfice. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous aurez un salaire pour pouvoir réaliser vos dépenses. Et ce salaire-là, il est important que vous preniez le temps de déterminer le salaire. Voilà, que vous allez prendre même si au début, le chiffre d'affaires est très peu, voilà, soit vous décidez de ne pas prendre de salaire du tout et vraiment l'argent qui rentre dans l'entreprise, c'est pour l'entreprise en fait, quoi qu'il arrive, voilà, vous faites tout pour ne pas y toucher, pour ne pas régler des dépenses personnelles avec l'argent de l'entreprise parce que l'argent de l'entreprise, c'est pour pouvoir payer les charges de l'entreprise. Voilà, c'est très, très important. Donc, en tant que chef d'entreprise, n'utilisez pas l'argent qui n'est pas à vous, en fait. Parce que cet argent, en réalité, n'est pas à vous, c'est à votre entreprise.
Et si vous voulez bâtir des empires, comme le dit souvent Marc Karine, si vous voulez aller à un certain sommet, il faut que vous intégrez ça. Vous devez l'intégrer. Même si vous commencez à vendre des croquettes et que par cette vente de croquettes, vous avez eu 500, vous avez eu cela, il faut l'intégrer que je ne peux pas toucher à cet argent parce que je suis en train de lancer des affaires. Et ce que j'achète, ce que je reçois comme argent par rapport à ça, doit me permettre de pouvoir acheter de la farine, racheter des jeux, racheter ceci, et à la fin, il va peut-être me rester 200 francs. C'est vraiment un exemple très, très basique. Mais voilà, c'est pour vous faire comprendre qu'il est très important en tant que chef d'entreprise d'avoir cette distinction entre vraiment ce que gagne mon entreprise et ce que moi-même je gagne. Voilà. Et je voulais vraiment appuyer cela par le livre de Ricardo Kanyama, La chef de ma mère, que j'ai lu et qui est vraiment un livre juste exceptionnel, voilà, qui vous donne vraiment la base vraiment en termes de finances. Comme on le dit souvent, voilà, Ricardo Kanyama, c'est un peu le Robert Kiyosaki d'Afrique. Donc, c'est un livre qui vous donne vraiment le maximum d'informations pour vous dire qu'il faut, voilà, ça vous apprend concrètement à épargner, en fait, ça vous apprend à prioriser vos dépenses. Voilà, on peut le résumer comme ça. Donc, moi, je dis qu'il ne faut absolument pas manger la chèvre de votre entreprise. Et Ricardo Kanyama, dans ce livre, vous dit, ne mangez pas la chèvre, ne tuez pas votre chèvre, gardez votre chèvre. Et moi, je vous dis, gardez la chèvre de votre entreprise. Ça veut dire quoi? Gardez le bénéfice de votre entreprise. Ne mettez pas la main dessus parce que ça ne vous appartient pas. C'est pour faire croître votre entreprise, c'est pour l'emmener à un autre niveau. Et il faut absolument que vous le compreniez dès le départ. Est-ce que ça va toujours? J'espère que ça va. J'essaie d'avancer, mais on a encore beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Alors, moi, mon conseil par rapport au bénéfice de votre entreprise, par rapport à cette chèvre, donc ce bénéfice que vous avez à la fin, comment est-ce que vous pouvez le repartir? Alors, moi, je pense que voilà, il faut garder au moins 70% 60% pour pouvoir enrichir davantage l'entreprise. Ça veut dire que ce bénéfice qui reste, en fait, je vais pouvoir investir à nouveau. Je vais pouvoir investir une partie de ce bénéfice dans d'autres activités, dans d'autres marchandises, voilà, dans tout ce qui va permettre de pouvoir accroître mon entreprise. Et ensuite, on peut prendre 40% de ce bénéfice pour pouvoir donner des dîmes, pour faire des offrandes, pour faire des dons. Pourquoi? Parce que Dieu est notre premier partenaire en tant que chef d'entreprise. En fait, Dieu, c'est le boss dans notre entreprise. C'est lui le véritable boss. Donc, en tant que boss d'entreprise, il doit avoir sa part. Et parce qu'il a sa part, donc, je peux le faire en termes de dîmes, en termes de, voilà, d'offrandes par rapport à une certaine assemblée pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce qu'il faut bien comprendre que le Seigneur nous positionne pour pouvoir faire avancer son œuvre. Dans toutes les entreprises que nous réalisons, en réalité, c'est toujours pour servir Dieu. C'est toujours pour servir Dieu. Alors, vous devez veiller à cela. Vous devez veiller à ce que le Seigneur gagne sa part dans vos affaires parce qu'il vous protège. Vous devez veiller à ce que cette grâce que Dieu vous met au niveau de la prospérité de vos affaires, en fait, que d'autres personnes puissent en bénéficier. Donc, on pense aux orphelins, on pense aux veuves, on pense à toutes les personnes démunies. Vraiment consacrer une partie. Là, c'est une proposition, mais consacrer une partie de ça pour les personnes qui en ont besoin, pour pouvoir encore faire accroître votre entreprise, parce que le Seigneur le dit clairement. La personne qui se souvient vraiment de l'orphelin, de la veuve, le Seigneur va le bénir. Le Seigneur le bénira encore puissamment. Donc, ce n'est pas de l'argent, voilà, en tant que chrétien, ce n'est pas de l'argent qu'on va dire peut-être jeté par la fenêtre, non. C'est de l'argent qui vous sert parce que ça sert à Dieu et Dieu vous bénira encore plus. Voilà. Donc, nous allons passer à ce qui nous concerne maintenant. Je ne sais pas comment on est au niveau timing, mais j'ai encore beaucoup de choses à dire. On a pris du retard. Je vais Non, essayer. vas-y, tu peux encore, disons encore, non, tu peux encore 30 minutes. Vas-y. 30 minutes? Maxi, hein. Oh, ok, bon. S'il te plaît. Là, je pense que ça va être chaud parce que je vous ai préparé quelque chose de lourd. Non, vas-y, on est là, on a faim. Donc, vas-y, nourris-nous. Allez, on y va. Je vais essayer. Puis bon, s'il y a des questions après, je pense qu'on n'est pas très nombreux dans l'atelier. Je pourrais répondre
personnellement à chacun plus tard. Alors, vu qu'on est un peu serré par le temps, donc prenez le temps de m'écouter, de noter, notez vos questions et après la conférence, voilà, je prendrai le temps de répondre à chacune. On va faire comme ça parce qu'on est vraiment, voilà, au niveau du temps, c'est un peu showtime, quoi. Bon, c'est parti. La maîtrise des outils. Alors, donc là, pour moi, c'est très important. Il faut faire la différence entre le chiffre d'affaires et le résultat comptable. Moi, je suis toujours très sceptique de toutes ces vidéos sur YouTube où on a des gens qui nous présentent beaucoup d'argent, qui nous présentent, voilà, j'ai gagné 5 000 euros par mois ou j'ai gagné 3, je ne sais plus, tout ce qu'ils utilisent comme terme en fait. OK, tu as gagné 5 000 euros en un mois, en une semaine, mais en réalité, quelles sont les charges derrière? Parce que quand tu regardes ce genre de vidéo et que tu n'as pas la connaissance comptable, tu vas te dire que waouh, c'est chouette, c'est génial. Je peux me faire beaucoup d'argent. Dans ta tête, tu peux me dire que tu peux te dire c'est génial, je vais pouvoir encaisser de l'argent tout de suite, ça va aller tout droit sur mon compte bancaire, tout droit dans ma poche, je vais pouvoir faire plein de choses. Mais non, 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 non. Tu es une entreprise et en tant qu'entreprise, tu as un chiffre d'affaires et à ce chiffre d'affaires s'applique beaucoup de charges pour arriver à un certain résultat, donc ton bénéfice final. Donc vraiment, moi, je suis toujours très sceptique par rapport à toutes ces vidéos là où on présente que le chiffre d'affaires, mais on ne voit pas les charges qu'on a derrière. Il faut le prendre en considération. Donc, le chiffre d'affaires de l'entreprise au résultat. Je vous ai mis un petit schéma, quelque chose de très synthétique. Voilà, donc qui nous présente ici, c'est ce qu'on appelle en comptabilité le solde intermédiaire de gestion. Donc, ça vous présente quoi? Les ventes, en fait, ça présente la décomposition, la répartition de ce chiffre d'affaires, en fait, par rapport à tout ce que vous avez dans votre société. Donc là, on a le chiffre d'affaires. Donc principalement, ce sont vos ventes, c'est ce que vous réalisez. Ce sont vos ventes de marchandises, des biens et services et tout cela. À ceci, en fait, une fois que vous avez fait ce chiffre d'affaires, on a des charges qui vont s'appliquer dessus. Donc, ce sont vos charges directes. Voilà, si vous vendez des marchandises, c'est l'achat de toutes ces marchandises-là. Donc, à moins ces charges, on arrive donc à ce qu'on appelle une marge. La marge, c'est ce que vous gagnez. Vous avez acheté un produit, vous l'avez vendu, il vous reste votre marge. Sauf que quand on arrive là, les gens pensent que c'est ça leur bénéfice. Non, la marge n'est pas ton bénéfice. Après la marge, on a plein d'autres choses qui arrivent encore derrière. On a d'autres frais. Notamment, on peut avoir tout ce qui est, voilà, si vous faites de la location, si vous louez un local, si vous avez un abonnement téléphone, si vous avez un abonnement Internet, si voilà, tous ces autres frais-là, tout ce que vous dépensez en termes de transport par rapport à vos marchandises, si vous avez une équipe, les salariés que vous payez par rapport à ça, les impôts qui rentrent en compte, il y a tout cela après. Donc, on ne va pas s'arrêter à dire j'ai fait mon bénéfice de temps, c'est bon, allez, c'est bon, je le mets dans ma poche. Non, 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 non. Vous avez plein d'autres charges à prendre en compte pour pouvoir finir à arriver au niveau du résultat. Au niveau du résultat, en fait, voilà. Donc, vous êtes vraiment là. On part quand même du chiffre d'affaires et on a tout cela qui rentre en compte pour pouvoir arriver à un résultat net. Donc, ça, c'est vraiment important de pouvoir faire cette distinction et se dire, c'est pas parce que j'ai fait un chiffre d'affaires que c'est ce qui rentre directement dans ma poche. C'est vraiment ce qui est important pour moi et c'est ce que je souhaitais expliquer. Ensuite, la marge principalement. Donc, j'en ai déjà parlé un petit peu de la marge. La marge, ça va être vraiment ce qui va venir rémunérer toutes les autres charges après. Une fois que vous avez enlevé ces charges directes qui ont participé directement à la constitution de ce chiffre d'affaires, donc principalement les marchandises, si on est sur une activité de vente de marchandises, voilà. Là, on arrive au niveau de notre marge et cette marge-là, en fait, va venir répondre, va venir se répartir sur les différentes charges après dans la société. Donc, je vous ai mis un petit tableau qui permet de vous montrer un petit peu, donc ça, c'est selon le site de l'INSEE, qui vous met un petit peu ce qu'on a comme marge, taux de marge dans les différents secteurs. Donc, je pense que nous, ce qui nous intéresse beaucoup, la majorité des femmes FTE sont dans le commerce. Voilà, vous voyez que là, c'est vraiment une moyenne. Dans le commerce, en moyenne, vous avez une marge de 24,5%. Comment est-ce qu'on calcule une marge? C'est très simple. Le taux de marge, en fait, si vous voulez, c'est votre coût de vos achats. Voilà, vous prenez vos achats, en fait, que vous allez diviser par le chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Donc, en fait, c'est la part des charges, là, les charges directes dans votre chiffre d'affaires. Et on vous dit donc, du coup, que
En fait, c'est ça la marge. Du moins, ça, c'est la marge qu'on a calculée. Le taux de marge, pardon, ça va être la marge que vous avez eue, donc le chiffre d'affaires moins les achats directs, ça vous donne une marge. Et vous prenez cette marge, vous la divisez par le chiffre d'affaires et ça vous donne un taux. Donc, pourquoi je vous mets ce tableau? Parce que il est important que vous sachiez vous positionner un petit peu. Ça veut dire que quand vous décidez de vous lancer en affaires, vous devez calculer cette marge et vous devez aller voir les recherches pour savoir comment vous êtes positionné par rapport au secteur. Est-ce que vous êtes en dessous? Si vous êtes en dessous, c'est qu'il y a un problème, vous n'êtes pas au bon endroit. Il faut augmenter peut-être vos prix ou il faut revoir un petit peu vos charges. Peut-être que l'endroit où vous avez décidé de vous approvisionner, en fait, c'est trop cher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment pour pouvoir vous positionner par rapport au secteur. Donc, selon les secteurs, on a des marges qui varient énormément. Dans tout ce qui est alors, moi, j'ai été très surprise par ce taux parce que dans tout ce qui est hébergement et restauration, moi, la plupart de mes clients qui sont dans la restauration, en termes de taux de marge, quand même, on est quand même très souvent autour de 60%. Donc, là, c'est des taux qui sont vraiment, vraiment très bas pour moi. Mais bon, je considère que ça reste une moyenne et que l'objectif, c'est que c'est le minimum à avoir. Voilà, ou se rapprocher au mieux. Et il faut faire plus que ça, plus que le taux de marge du secteur. C'était vraiment pour vous donner voilà, cette position-là et qu'en tant que chef d'entreprise, vous preniez le temps de regarder si vous correspondez ou pas dans votre secteur d'activité à cette marge. C'est très important. Pourquoi? Parce que la marge va venir payer les autres charges dans l'entreprise. Donc, si cette marge n'est pas importante, ça va coincer après. Vous n'allez pas réussir à subvenir à toutes les autres charges. Donc, c'est très, très important. Le taux de marge, c'est important pour vous. Ensuite, on a le seuil de rentabilité. Alors là, ça pour moi, le seuil de rentabilité, c'est l'indicateur par excellence pour les chefs d'entreprise. Que tu sois en micro-entreprise, que tu sois en entreprise individuelle, que tu sois en société, le seuil de rentabilité, c'est l'indicateur que tu dois avoir, absolument. Alors, c'est quoi un seuil de rentabilité? Le seuil de rentabilité, c'est le point, c'est le chiffre d'affaires que tu dois atteindre qui te permettra en fait de pouvoir gagner de l'argent. Si tu atteins un certain chiffre d'affaires, en fait, on va voir le calcul rapidement, du coup, je vais passer, mais bon, comme j'ai dit, on reprendra le temps, je vais répondre à toutes vos questions un peu même après la conférence. Voilà, c'est le chiffre d'affaires que tu dois atteindre pour gagner de l'argent. Ça veut dire pour avoir un bénéfice, Donc, quel est le chiffre d'affaires à avoir pour avoir ce bénéfice-là? Parce que voilà, on travaille pour gagner de l'argent, pas pour en perdre. Donc, le seuil de ton rentabilité va venir te dire, en fait, combien tu dois gagner. Alors, Marc Karine dit souvent que il faut, en tant qu'entrepreneur, tu as de l'argent qui doit rentrer dans ton compte en banque tous les jours. Tu as de l'argent qui doit rentrer dans ton compte en banque tous les jours. Mais en réalité, si tu ne sais pas combien doit rentrer dans ton compte en banque, tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'il est important de visualiser ce que tu veux atteindre. Il est important de pouvoir avoir exactement ce que tu veux. Il faut que tu te dises, voilà, j'ai calculé mon seuil de rentabilité et par rapport à toutes mes charges, je dois pouvoir gagner, voilà, là je dis un chiffre un peu comme ça, mais 1 500 € par semaine. Si je ne fais pas 1 500 € par semaine, je commence à perdre de l'argent. Et ça, c'est très important. C'est vraiment comme une boussole pour toi. Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, tu regardes ce qui rentre dans ton compte en banque et tu te dis, là, c'est pas bon. Je dois établir de nouvelles stratégies. Je dois pouvoir commencer à réfléchir. Vous voyez, c'est vraiment tout cela qui vous permet de pouvoir orienter votre stratégie, de pouvoir prendre des décisions au quotidien, de relancer une pub sur Facebook, de faire ça, de faire ci, parce que vous savez que vous n'avez pas atteint votre quota. Il ne faut pas naviguer à l'aveugle, se dire que bon, là, ce mois-ci, j'ai envie d'atteindre, je ne sais pas moi, 1 000 €, alors qu'en réalité, les charges que vous avez sont supérieures et que vous n'allez pas pouvoir compenser ces charges-là par rapport au chiffre d'affaires. Donc, il faut absolument déterminer ce chiffre d'affaires qui vous permet de gagner de l'argent. Franchement, je pense que parmi les outils, si vous devez retenir vraiment une chose, pour moi c'est vraiment quelque chose de très important, c'est le seuil de rentabilité. Parce que vous allez pouvoir le décliner de différentes façons. Vous allez pouvoir mettre un seuil de rentabilité en jours, en mois. Dans la restauration, on utilise beaucoup le seuil de rentabilité en termes de nombre de repas.
Donc, un restaurateur sait que chaque jour, je dois faire, par exemple, 20 repas. Si je ne fais pas 20 repas, là, je commence à m'inquiéter. Ça veut dire que le lendemain, je dois tout faire pour faire plus, pour combler ce que je n'ai pas fait la veille. Et ce n'est que comme ça que vous allez réellement orienter votre entreprise, que vous allez faire des actions importantes pour votre entreprise. Donc, le seuil de rentabilité, c'est vraiment très important. Donc, je vais passer plus rapidement dessus. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se base par rapport à vos charges fixes. Une charge fixe, c'est quelque chose qui est constamment là. Voilà, elle ne bouge pas, comme les loyers. Votre assurance, ça, c'est la charge fixe. La charge variable vient bouger avec votre activité. Plus votre niveau d'activité augmente, plus cette charge-là bouge aussi. Donc, notamment dans l'achat-revente, plus vous avez de la demande, plus vous achetez des marchandises. Voilà. Donc, c'est vraiment le rapport entre ce chiffre d'affaires, ces charges fixes et les charges variables. Donc, on comprend un peu bien la formule parce que tout simplement, bon, on ne va pas prendre l'exemple vu qu'on est un peu avancé au niveau du temps, mais c'est de comprendre qu'il faut calculer le seuil de rentabilité, il faut pouvoir déterminer ce seuil pour diriger votre entreprise tout le temps. Voilà. Donc, on calcule d'abord la marge sur coût variable. Ensuite, on va venir déterminer notre seuil de rentabilité. Et comme vous le voyez juste ici, là, pour cette entreprise qui est dans la restauration, on peut déterminer du coup tout ce qui est en termes de repas. Combien de repas est-ce que je vais pouvoir faire par jour, par mois? Voilà. Ça permet d'orienter la stratégie de l'entreprise. Donc, il faut vraiment arrêter de se mettre de naviguer à la vue. Ce n'est pas l'objectif. Vous devez être clair dans ce que vous voulez, clair dans où est-ce que vous voulez aller. Et c'est important pour votre cerveau parce que du coup, il va pouvoir peaufiner les choses pour vous. Tout va être recentré et vous allez facilement y arriver. Donc, le deuxième point qui est très important dans cette crise, ça va être la gestion de votre trésorerie. Et la gestion de la trésorerie passe par le tableau de trésorerie. Là, pareil, c'est un tableau que, voilà, je pense que peut-être beaucoup d'entrepreneurs n'utilisent pas parce qu'ils se disent, bon, je suis en auto-entreprise, je n'ai pas besoin de ça, mais non. Une fois de plus, vous devez poser les bases. Vous devez vous comporter comme si vous avez déjà une multinationale, en fait, dès le départ. Et pour cela, il faut utiliser tous ces outils. Il faut savoir comment ça fonctionne. Donc, le tableau de trésorerie vient vraiment vous présenter les encaissements, les décaissements de la société, tout ça dans le temps. Ça vous permet de pouvoir voir les différentes charges, en fait, qui arrivent dans le mois. Et ça permet de déterminer les besoins de l'entreprise, en fait. Ça veut dire que là, je sais que dans 2-3 mois, j'aurai telle charge qui va tomber. Est-ce que j'ai le chiffre d'affaires pour ça? Si je n'ai pas le chiffre d'affaires pour ça, donc je n'ai pas d'argent qui va rentrer, il faut que je commence à me lever pour aller chercher cet argent parce que j'ai une charge importante qui arrive. Ça sert à ça, le plan de trésorerie. Ça sert vraiment à venir, voilà, suivre votre trésorerie dans le temps. Voilà, vous positionner en fait, vous dire où sont les principales dépenses, quand est-ce qu'elles vont tomber et c'est une gestion beaucoup plus facile. Et même pour saisir des opportunités, en fait, vous avez besoin d'avoir cette vision sur vos trésoreries et votre tableau de trésorerie, en fait, va vous aider à le faire. Donc, ça, c'est un exemple de tableau de trésorerie que je vous ai mis, tout simplement. Donc là, on voit tout ce qui est encaissement. C'est vraiment tout ce que vous recevez. Donc, si vous faites des emprunts, des apports personnels, voilà, c'est tout ce qui rentre au niveau de l'entreprise. Et d'un autre côté, vous avez tout ce qui est décaissement. Donc, on a les loyers, on a de l'assurance, on peut avoir les différentes taxes auxquelles on est assujetti. Voilà, tout ce qui est eau, électricité, voilà. Donc, c'est vraiment reprendre ce qui entre dans l'entreprise, moins ce qui sort, pour avoir une trésorerie finale qui va repartir du coup sur le mois d'après et suivre cette trésorerie-là. Et là, on peut voir si on a vraiment besoin d'argent, on n'a pas besoin d'argent, on va orienter des stratégies en fonction de ça. Donc, on va passer la chose la plus importante. Voilà, ce qui repose même, voilà, le thème d'aujourd'hui, ce sur quoi on se base sur le thème d'aujourd'hui, c'est la prise de décision stratégique. Quelles sont les décisions qu'il faut absolument prendre pendant ce temps de crise? Donc, en dehors du fait de savoir ces outils-là, le seuil de rentabilité, tous ces outils, qu'est-ce que je vais prendre comme décision pendant cette crise? Voilà. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la trésorerie en temps de crise, c'est votre allié, c'est votre pilier numéro 1. En fait, j'ai envie de dire qu'en affaires,
si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas saisir les opportunités. Tu ne peux pas saisir les opportunités, surtout en temps de crise. Pourquoi? Parce qu'en temps de crise, tout le monde a besoin d'argent. Donc, entre ceux qui sont peut-être en difficulté et qui ont envie de vendre les choses assez rapidement pour avoir de l'argent, ben, ils ont besoin du cash. Si tu n'as pas ce cash, les opportunités vont te filer dessus. Elles vont passer à côté de toi, tu ne pourras rien faire. Donc, pour moi, la trésorerie, dans ces temps de crise, c'est le pilier. C'est le pilier auquel vous devez veiller. Et dans tout le reste des diapos qu'on va voir après, c'est vraiment, je vous donne des astuces par rapport à cette trésorerie. Comment est-ce que vous allez pouvoir vraiment venir réguler cette trésorerie? Comment vous pouvez faire pour l'améliorer? Quelles sont les actions à mettre en place? Mais retenez vraiment que la trésorerie, ça va être votre pilier pendant la crise. Vous devez tout faire pour veiller à avoir une bonne trésorerie. Une trésorerie, une très, très bonne trésorerie, voilà, pour pouvoir saisir les opportunités, pour pouvoir faire face à des impayés des clients. Voilà, si un client décide de ne pas vous payer, mais que vous avez quand même des charges derrière, il va falloir pouvoir sortir de l'argent pour payer les fournisseurs ou payer vos charges. Voilà, ça va pouvoir vraiment vous permettre de aussi faire face justement à la crise qui conduit des fois à ce qu'on fasse moins de chiffre d'affaires. OK? Voilà. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour améliorer sa trésorerie? Premier point, il va falloir moduler votre rémunération. Alors, soit vous êtes déjà en société, soit vous êtes en entreprise individuelle, mais comme je l'ai dit, je l'ai expliqué, il faut que dans tout ce que vous faites, vous définissiez un salaire. Même si le salaire, c'est 1000 francs, vous allez définir le salaire de 1000 francs. Et en temps de crise, vous devez absolument moduler cette rémunération parce qu'en tant que chef d'entreprise, vous êtes le premier, vous êtes la première personne concernée pour que cette entreprise survive en fait. Et la première personne qui doit mener des actions, c'est vous. S'il y a des charges qu'on doit mettre, qu'on doit supprimer, c'est d'abord vous en tant que chef d'entreprise, vous devez prendre la décision. Donc, soit de réduire votre rémunération, voilà. Même si vous étiez à 1000 euros, ben c'est en temps de crise, l'argent ne rentre pas. Vous devez prendre la décision de encore baisser cette rémunération, de la réduire ou de la suspendre tout simplement. Voilà, vous pouvez la réduire ou la suspendre. Donc, il faut vraiment venir baisser cette rémunération que vous êtes allouée en tant que chef d'entreprise. Voilà, parce que tout simplement, c'est comme dans une famille. Hein. Quand on arrive à la fin du mois, je pense on est tous en Afrique, on a connu des fins de mois difficiles. Quand il reste un peu, je pense qu'en tant que parent, voilà, les parents se sacrifient pour les enfants. Ils se disent non, d'abord mon enfant mange. S'il reste une banane, c'est lui qui va manger la banane. Mais c'est pareil pour vos entreprises. S'il y a des dépenses à faire, vous n'êtes pas prioritaire. Voilà, si vous voulez aller à un certain niveau, il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas prioritaire par rapport à toutes les dépenses. Vous devez d'abord dépenser pour tout ce qui va venir faire fonctionner votre activité et vous allez vous débrouiller après. Vous allez tout simplement vous débrouiller après. Alors, comment vous allez vous débrouiller? Bien, certainement, voilà, parce que vous avez mis en place de l'épargne. Donc, vous allez peut-être pouvoir vous reposer sur l'épargne et soulager votre entreprise. Le deuxième point, pour pouvoir agir sur sa trésorerie, sur la trésorerie de l'entreprise, je l'entends bien, il faut faire des apports en numéraire. Voilà, ça veut dire que concrètement, vous allez être le sponsor de votre entreprise. Vous allez venir apporter de l'argent en plus. Parce que je l'ai dit, la trésorerie, c'est le point le plus important dans ce temps de crise. C'est important. Donc, si vous avez déjà une épargne personnelle, l'objectif est de venir soutenir votre entreprise en lui apportant de la trésorerie pour qu'elle puisse fonctionner, pour qu'elle ne puisse pas tout simplement faire faillite. Il faut absolument que vous lui veniez en aide en fait. Donc, vous pouvez venir en aide à votre entreprise en apportant de l'argent. Donc, lorsqu'on est en société, cet apport d'argent, en fait, on le gère dans un compte courant associé. Et cet argent, vous pouvez le récupérer. Et dès que l'entreprise s'améliore, dès que tout va bien, en fait, vous pouvez tout simplement récupérer cet argent. Donc voilà, ce n'est pas de l'argent perdu pour vous. Vous allez pouvoir récupérer l'argent que vous investissez dans votre entreprise. Le deuxième point pour la crise, ça va être le management des charges. Alors, il va falloir savoir manager les charges en fait. Concrètement, en un mot, voilà, il faut dépenser où ça compte. Ça veut dire que vous allez vous asseoir en tant que chef d'entreprise et vous allez regarder les dépenses une à une. Toutes les dépenses qui ne servent pas de façon directe et concrète à
créer votre chiffre d'affaires, il va falloir les mettre en suspens pendant un moment. Voilà. Il va falloir tout simplement suspendre ces dépenses-là parce que ça vous fait un poids en plus. Donc, ça sort de la trésorerie alors que ces charges-là ne contribuent pas à vous ramener de l'argent. Donc, ça ne sert à rien de les garder pour le moment. Donc, il faut absolument réfléchir sur ces charges-là et venir vraiment les baisser, voire les suspendre totalement. Donc, ça, c'est vraiment selon les activités, c'est au cas par cas, mais il faut juste garder cette idée, c'est qu'on a des charges et il y a des charges, en fait, qu'il va falloir réduire pendant la crise, qu'il va falloir suspendre, en fait. Je ne sais pas, moi, si vous avez un téléphone mobile et que vous aviez un certain abonnement, je ne sais pas, vous avez peut-être 2 téléphones, il va peut-être falloir prendre la décision d'en avoir qu'un seul. Voilà, pour réduire les charges. Il n'y a pas de petite économie en temps de crise, en fait. Vous devez être très, très, très minutieux dans ce que vous faites. Vous devez regarder en détail toutes les charges pour gagner en trésorerie, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir survivre à la crise et saisir des opportunités. Ensuite, il va falloir s'adapter. Il faut s'adapter à l'environnement. Voilà, il va falloir aller vers le digital. Trop de personnes, trop de chefs d'entreprise ont de la résistance par rapport à ça. Je me rappelle encore, voilà, j'allais au travail, j'écoutais à la radio un libraire qui disait que voilà, nous on est un peu persécutés, voilà, on ferme, comment est-ce qu'on va faire pour vendre des livres, comment. Mais en fait, nous sommes dans l'ère du numérique et tu es obligé de te positionner sur le numérique, que tu le veuilles ou pas. Sauf si tu as envie voilà, d'attacher une grosse chaîne avec une boule très lourde sur le pied de ton entreprise pour qu'elle ne puisse pas croître, pour qu'elle ne puisse pas avancer, ne te lance pas dans le digital. Mais tu dois te lancer dans le digital, c'est obligatoire. Surtout en ce temps de confinement, tu dois être connecté en ligne. Tu dois être connecté pour la communication, tu dois être connecté pour vendre. Et si tu n'as pas encore mis des moyens de paiement sur Internet, c'est le temps de commencer à t'intéresser à ça. Parce que c'est là-bas, on l'a vu, avec Amazon qui a pris des parts de marché. C'est là-bas que les choses se passent. Et pour ça, il va falloir que tu mettes des choses en ligne. Il va falloir qu'on voit tes produits en ligne. Il va falloir que tu communiques en ligne, en fait. C'est la plateforme où tout se passe. Et donc, voilà, le digital, c'est non négociable. Là, en temps de crise, tu dois y être absolument et tu dois tout faire pour être dans le digital, en fait. Alors, le troisième point, qui est le point crucial. Le point crucial pour la trésorerie, c'est ce qu'on appelle les activités vache à lait. L'activité vache à lait, c'est vraiment, vous devez vraiment, s'il faut retenir une seule chose de plus, ça veut déjà deux, la trésorerie incontournable, l'activité vache à lait. Deuxième point de tout ce que vous devez retenir, c'est que vous devez développer une activité vache à lait. C'est ce qu'on voit en management. Qu'est-ce que c'est une activité vache à lait? Une activité vache à lait, c'est l'activité en fait qui procure beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'elle fait rentrer de l'argent en fait. Dans votre entreprise à vous, il y a une activité en particulier qui vous fait rentrer de l'argent. Et cette activité-là, il va falloir la trouver. Si vous ne l'avez pas encore, il va falloir la trouver, il va falloir que vous vous lanciez dans cette activité parce que c'est l'activité qui va venir faire rentrer de l'argent dans votre entreprise et soutenir les autres activités en fait à côté, les activités qui sont un peu boiteuses par rapport à la crise où ça ne donne pas trop, elles vont être compensées par les activités vache à lait. Donc, vous allez pouvoir venir équilibrer les choses, voire prendre de l'expansion de façon très globale grâce aux activités vache à lait. C'est vraiment le cœur là. Là, c'est le point le plus important pour cette crise, c'est qu'il va falloir déterminer, il va falloir aller vous positionner sur des activités vache à lait qui vont vous donner de l'argent, qui vont vous procurer de l'argent pour maintenir les choses dans votre entreprise. Donc, comme je l'ai dit, voilà, l'objectif, c'est de pouvoir avoir de la trésorerie grâce à ces activités vache à lait parce que c'est des activités qui fonctionnent comme il faut. C'est des activités qui donnent de l'argent. Donc, même si vous êtes vendeur de pain et que vous devez aller vendre, je ne sais pas moi, des chaussures parce que c'est les chaussures qui donnent en ce moment, mais vous allez vous positionner sur les chaussures parce que les chaussures sont votre activité vache à lait. C'est ce qui va vous permettre d'aller chercher de l'argent et le réinjecter dans votre activité de pain, par exemple, pour créer un équilibre et vous booster encore plus. Voilà. Les activités vache à lait, grâce à l'argent, vont vous permettre d'investir, de vous positionner pour saisir des opportunités, tout simplement. Donc, vraiment, ça, c'est un point très, très important.
Voilà, donc concrètement, voilà. Maintenant, comment on fait? C'est quoi ces activités vache à lait? Où est-ce qu'on va pouvoir les trouver? Où est-ce que je vais trouver la vache à lait de ma société? Où est-ce que je vais trouver la vache à lait de mon entreprise là, en temps de crise, maintenant, en 2020? Comment je fais? Mais écoutez, je vais vous donner ce que je sais, ce que je pense savoir par rapport à ça. Pour ça, il va falloir que vous vous positionnez au niveau de la crise. En fait, il va falloir vous recentrer, en fait, parce que les gens sont dissipés, les gens ne sont pas concentrés. Mais si tu t'assois, tu vas pouvoir déterminer ces activités vache à lait. Parce qu'il faut analyser son environnement pour comprendre ce qui s'y fait, en fait. Quand tu analyses son environnement, tu vas savoir où sont les opportunités. Avec la crise, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on n'a plus de contact entre les humains. Donc, on a ce qu'on appelle la distanciation sociale qu'il faut absolument respecter. Donc, tes activités vache à lait sont cachées dans toutes les réglementations qui sont mises en place pour le COVID. Ça veut dire que tu dois prendre le temps d'aller rechercher les activités. Qu'est-ce que l'État a décidé? On n'a plus le droit d'aller au restaurant, on n'a plus le droit de faire ça, on n'a plus le droit de faire ça. À chaque ligne, tu vas aller voir comment je peux répondre au fait qu'on n'a plus le droit d'aller au restaurant. Voici où se cachent vos activités vache à lait. C'est dans toute la réglementation, dans toutes ces normes-là qui sont mises pour stopper le COVID. Là sont cachées vos activités vache à lait. C'est là-bas il va falloir aller réfléchir. Il va falloir aller regarder pour savoir où vous allez pouvoir vous positionner. Donc, moi, j'ai déjà commencé à regarder un petit peu pour vous. Donc, là, je vous fais des petites propositions. Donc, tout en sachant que c'est le confinement et la priorité, c'est Internet. Voilà, tout se passe sur Internet. Donc, avec le confinement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Ben, les gens sont bloqués chez eux. Il faut qu'ils puissent conserver, par exemple, des aliments. Donc, vous pouvez décider d'aller faire une recherche sur Amazon et de décider de vendre tout simplement des conserves, des boîtes de conserves, et vous allez le revendre aux particuliers. Voilà. Et voilà, vous allez pouvoir revendre ces boîtes-là et vous allez vous faire du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que le besoin est là. Il faut vraiment s'adapter par rapport aux besoins, quoi. Le problème, c'est que les chefs d'entreprise, ils sont accrochés. Ils sont accrochés à leur activité. Ils ne veulent pas regarder ailleurs. Non, moi, je veux juste faire mon restaurant là, maintenant, tout de suite. Moi, je veux juste être à cet endroit. Mais évolue avec ton temps, évolue avec la crise. On l'a vu tout à l'heure, surfe sur la vague. Avance comme il faut, en fait. Il faut que tu ailles chercher ces activités-là. Donc, on peut aussi avoir tout ce qui est équipement et fitness. Pourquoi? Parce que les gens sont chez eux et ils ont besoin de s'entretenir. Ils ont besoin de faire du sport, tout simplement. Donc, on sait que, voilà, avant de sortir, il faut remplir l'attestation, du moins en France. Il faut cocher ci, il faut signer. Voilà, après, tu vas faire ton footing. Il y en a beaucoup qui ont envie de rester chez eux parce que, notamment dans certaines régions en France, c'est très tendu. Donc, on n'a pas forcément envie de sortir. Ben, toi, en tant que chef d'entreprise, tu peux te positionner pour vendre tous ces articles-là par rapport au sport. Tu peux vendre tout ce qui concerne la santé, en fait, des gaines amincissantes, tout cela, parce qu'il ne faut pas se le cacher, hein, les gens vont certainement prendre du poids aussi pendant le confinement. Donc, tu peux te positionner comme cette personne-là qui vient répondre un peu à ce besoin. On a aussi tous les produits qui concernent un peu les entretiens, les espaces verts, parce que les gens sont chez eux. Voilà, pour les personnes qui ont un bout de terrain, qui bricolent, on a tous ces petits outils-là qu'ils vont acheter parce ils sont chez eux et ils ont envie de bricoler. Donc, vu qu'on ne doit pas vraiment sortir à part pour quelque chose de vraiment très important relié à notre travail et tout ça. Et toi, tu peux te dire que je me positionne sur Internet pour proposer ces biens-là à toutes ces personnes. Voilà. Et tu trouveras de quoi prendre, en fait. Il faut vraiment se mettre par rapport à ça. Ensuite, on a tout ce qui est formation en ligne. Voilà, ça c'est l'explosion en ce moment où tout le monde se forme en ligne. Tout le monde fait énormément de formations. Donc là, je vais t'appeler à aller chercher tes compétences, aller chercher ce que tu sais, qu'est-ce que tu peux enseigner. Tu peux faire de la garde d'enfants. Oui, pourquoi? Mais parce que pendant le confinement, bon, là, en France, les enfants ont le droit d'aller à l'école. Donc, ce deuxième confinement, c'est un peu mieux pour les parents. Mais le premier, tu avais ton enfant, tu devais travailler, tu devais faire ci. Les parents, des fois, ils laissaient leur enfant devant la télé, tout simplement. Alors que toi, si tu te dis, OK, ben, je vais lancer une réunion Zoom
posez-moi vos enfants, je vais leur faire des devoirs, je vais leur dire quoi faire, je vais les surveiller à distance et tout ça. Je vais essayer de le faire. Ça peut dépendre selon les âges. Si tu penses que tu n'as pas trop l'autorité pour les enfants, s'ils sont trop petits, c'est pas grave. Tu peux prendre des enfants qui ont 10 ans. À 10 ans, voilà, ils peuvent déjà te suivre. Tu peux les captiver pendant que leurs parents travaillent. Toi, tu les captives. Donc, c'est une garde d'enfants à distance, hein. Le soutien scolaire à distance, c'est pareil. Tu peux offrir ton soutien au lieu de se déplacer maintenant pour aller voir voilà, les élèves, les étudiants. Ben, toi, tu proposes d'aider les gens en ligne, tout simplement. Ensuite, tu peux te lancer sur toutes les activités électroniques, informatiques, voilà, parce que les gens ont besoin de voilà, renouveler, je ne sais pas moi, des écouteurs, tout ce qui concerne l'électronique, l'informatique. Donc, bon, tu peux te positionner dessus. Les lingeries, ben, très important parce qu'on est tous à la maison, on est avec notre conjoint, voilà, on essaie de garder la flamme et rester comme il faut. Donc, tout simplement, voilà, c'est une activité qui peut être intéressante. Ensuite, les cartes de vœux, les cartes cadeaux. Alors, j'ai mis cela vraiment, pour moi, c'est très important. Pourquoi? Mais parce que, notamment en France, ici, les fêtes de Noël, comme peut-être beaucoup partout ailleurs, c'est quelque chose de très important. Donc, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Si ça se trouve, on ne pourra même pas être avec nos familles, en fait. Donc, il faut absolument que toi, qui es chef d'entreprise, toi qui as la vision, tu te dises que, waouh, les gens ne vont pas être connectés à leur famille. Il faut absolument que je sois là où ils vont vouloir offrir des cadeaux. Quels sont les cadeaux qu'ils peuvent vouloir offrir à leur famille? Et certainement les cartes de vœux, parce que normalement, on se retrouve toujours tous au même endroit. Mais il y a des gens qui sont très adeptes de cartes de vœux. C'est, voilà, ça va permettre, en dehors d'avoir juste le téléphone et Internet et tout ça, c'est une certaine connexion avec notre famille, en fait. Tu peux te décider d'aller saisir ce marché-là au niveau des cartes de vœux, des cartes cadeaux. Moi, je pense que c'est un point qui va être très important pendant ce moment de crise, en fait. Ensuite, si on laisse Internet, on passe sur la proximité. OK. Des choses peuvent se faire à côté de toi. C'est totalement possible. C'est possible parce que donc, on n'a pas le droit de bouger à 1 kilomètre de chez nous et tout ça. Mais tu as des voisins autour de toi. Si ça se trouve, tu sais très, très, très bien préparer, mais ta voisine est une grande paresseuse. Elle n'aime pas faire à manger. Mais si tu te décides de faire assez à manger et de livrer autour de chez toi à 1 kilomètre, tu respectes les 1 kilomètre, notamment je dis 1 kilomètre par rapport à la France, hein, tu respectes ce périmètre-là, mais tu arrives à servir des clients qui sont à côté de toi. C'est possible ça. Donc, tu peux le faire avec vraiment cette proximité, rien que des personnes qui sont là autour. Tu peux décider d'aller livrer aussi les personnes. Donc voilà, tu fais des plats pour répondre justement à ce besoin parce que les restaurants sont fermés, mais les gens, il y a des gens qui ne savent pas faire à manger, il y a des gens qui n'aiment pas faire à manger. Voilà, tout simplement. Donc, le problème pour eux va toujours rester le même. Comment est-ce que je vais faire pour manger? Donc quoi? Voilà, est-ce que tu vas les laisser tout simplement aller continuer à acheter des plats tout préparés au supermarché? Non. Tu es là pour leur proposer des plats très goûteux. Ils peuvent les acheter chez toi. Donc, tu peux te positionner dessus. Alors, le service de nettoyage, ben, c'est très, très important. Là, la crise, voilà, on nettoie tout. Voilà, il faut du gel hydroalcoolique partout. Nettoyer, 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 nettoyer. Si tu te décides actuellement de te positionner par rapport à ça, je pense que ça va fonctionner dans les entreprises. Je pense que voilà, on a encore plus besoin de personnes pour pouvoir garder ce côté très sanitaire en fait dans les entreprises un peu partout. Donc, tu peux te lancer dans ce service de nettoyage en fait. Tu peux le faire. Ensuite, pour pouvoir réaliser tout cela, tu peux donc opter pour, voilà, tu peux faire des livraisons à domicile. Voilà, on l'a vu, moi je l'ai vu encore dans un reportage, hein, il y a des gens qui livraient des courses, ça veut dire que tu finis de commander tes courses et tu n'as même pas, il y a des gens qui n'ont même pas envie de sortir, juste mettre un pied dehors. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont acheté leurs courses, ils sont passés par un prestataire qui va récupérer leurs courses et qui va leur livrer chez eux, tout simplement. Donc, tu peux te positionner par rapport à ça. Tu peux mettre en place ce qu'on appelle aussi le click and collect. Ça veut dire que tu es à un certain endroit, tes clients vont passer des commandes sur Internet et ils vont venir les récupérer. Donc, ils ont acheté, c'est à eux qui vont se déplacer pour venir vers toi. Donc, il faut savoir que sur le nouveau confinement, on a le droit de se déplacer pour les livraisons, en fait. Tu peux le faire. Donc, ça aussi, c'est un point qui est important. Donc, ce sont les activités où vous pouvez éventuellement vous positionner. Alors, ça va être juste, mais bon, j'essaie d'aller très, très vite.
Le besoin en fonds de roulement. Alors, très rapidement, c'est quoi un besoin en fonds de roulement? Le besoin en fonds de roulement, c'est justement juste ce décalage entre ce que tu encaisses de tes clients et ce que tu dois payer à tes fournisseurs. Entre ce temps-là, tu as un delta, tu as un temps qui se passe et tu as quand même des charges à payer. Ça veut dire que tu as acheté tes marchandises, toi-même tu as sorti l'argent, mais tu n'as toujours pas eu des clients ou tu as donné des clients, tu as vendu tes marchandises à crédit. Alors qu'à côté, en dehors de l'achat des marchandises, tu as d'autres charges. Donc, le besoin en fonds de roulement, c'est ça. Ce sont ces charges-là que tu dois quand même payer alors que tu n'as pas d'argent qui est entré en fait dans ta société. Donc, pour gérer la trésorerie, il va falloir agir sur ton besoin en fonds de roulement. Donc, le besoin en fonds de roulement, comment est-ce que tu vas pouvoir... Donc, c'est ce que j'ai expliqué, hein, que voilà, c'est le besoin d'argent, décalage de la trésorerie. Donc, on l'a vu. Donc, tu peux avoir un besoin en fonds de roulement. Ça veut dire que voilà, tes clients te payent très, très tard, mais toi, tu dois payer tes fournisseurs tout de suite. Tu as un besoin en fonds de roulement. Soit tu peux être en excédent en fonds de roulement. Ça veut dire que tes clients te payent tout de suite, mais toi, tu payes tes fournisseurs un peu plus tard. C'est l'exemple typique de tout ce qui est centres commerciaux. Quand tu vas à Carrefour, tu payes cash. Voilà, mais Carrefour négocie des délais avec ses fournisseurs. Donc, eux, en tant qu'entreprise, ils sont toujours en excédent de fonds de roulement. C'est pour ça d'ailleurs que dans des entreprises comme Carrefour, tu peux aller faire des crédits parce qu'ils ont de l'argent, ils ont de la trésorerie. Donc, ils sont en excédent. Mais toi, en général, peut-être en tant que chef d'entreprise, ton entreprise est plutôt dans un besoin de trésorerie. Donc, je vous passe le calcul, on est d'accord? Donc, il va falloir réduire le besoin en fonds de roulement. Comment tu fais ça? Tu vas venir tout simplement soit chercher abaisser les délais par rapport à augmenter, qu'est-ce que j'ai mis? Je pense que là, c'est une erreur. Tu vas chercher à augmenter tes délais par rapport à tes fournisseurs. Donc, tu vas chercher à dire à tes fournisseurs, je veux payer plus tard et tout ça. Bon, je te rassure, en temps de crise, à mon avis, ça va être très difficile pour toi. Donc, pour moi, ça, c'est déjà même un point qu'il ne faut pas vraiment retenir. Le point le plus important, ça va être de venir jouer au niveau de tes délais clients. Nous sommes tous en crise et tout le monde sait que c'est la crise. Donc, toi, en tant qu'entreprise, si tu avais l'habitude de faire des crédits et des crédits à tes clients, il va falloir que tu arrêtes. Tu vas devoir, peut-être pas arrêter totalement, mais peut-être leur demander un acompte parce que tu vas leur expliquer concrètement qu'on est en crise, que c'est compliqué pour tout le monde et que tu as besoin de cet argent pour faire avancer ta société, pour payer tes salariés ou pour subvenir à tes charges. Donc, nous sommes humains. Si tu expliques cela à tes clients, mais ils vont comprendre. S'ils ne le comprennent pas, c'est que ce ne sont pas tes clients parce que tu as besoin d'argent. Donc, il faut que tu réduises ton crédit accordé à tes clients, voire même l'annuler en fait. Voilà. Moi, je sais que Marc dit souvent que voilà, les gens qui viennent chez elle savent qu'elle ne fait pas de crédit. Donc, personne ne va venir lui dire fais-moi un crédit pour ça ou pour ça. Non, 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 c'est du cash. Toi, du cash, on y va. Tu n'as pas de cash. Bon, ben écoute, tu n'es pas mon client. Et je veux vraiment que vous preniez en considération cette notion, quoi, pour vous dire qu'il est important, tout simplement, d'au moins venir réduire ce délai. Voilà. Et c'est une notion aussi qu'il faut pouvoir adapter. Ça veut dire que si tu as un client qui te paye une commande pour, je ne sais pas moi, je vais dire, allez, 4 000 euros, ben lui, tu vas peut-être lui demander un acompte. Tu ne vas pas annuler totalement, bien sûr, selon l'ampleur de ta société. Hein. Tu ne vas pas venir annuler totalement son crédit client, donc le délai que tu lui donnes pour te payer. Mais si tu as quelqu'un qui vient te dire qu'il faut que tu lui vendes quelque chose à crédit et que ça coûte 2 000 francs, je suis désolée, tu ne peux pas accepter. Quelqu'un qui vient te payer à crédit pour 10 000 francs, je suis désolée, ce n'est pas possible. Par rapport à ta société, ce n'est pas possible. Tu peux faire du crédit pour une commande importante. OK, c'est important. Donc, même la compte qu'il va te donner va permettre de réguler tes charges, en fait. Mais si c'est vraiment une toute petite commande, voilà, moi je te déconseille totalement de faire encore du crédit. Là, on est en temps de crise, il te faut de la trésorerie, tu dois te positionner pour aller chercher tes activités vache à lait et pour ça, il te faut de l'argent. Donc, il va falloir absolument que tu ailles chercher ta trésorerie. Donc, c'est ça le besoin en fonds de roulement. Ensuite, on y va, on y va. On est arrivé donc du coup au niveau de la veille documentaire et des aides Covid. Alors, ça, c'est un point très, mais très important. Pourquoi? Parce que actuellement, l'État, du moins moi je parle pour la France, hein, c'est ce que je connais. La France a mis
beaucoup de choses en œuvre. Je pense que d'autres États aussi sont en train de soutenir les entreprises pour pouvoir avancer dans ce temps de crise. Alors, toi, en tant que chef d'entreprise, tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir la connaissance pour ça. Tu ne peux pas te permettre de ne pas savoir les aides qui sont mises en place et si tu peux en bénéficier et te lever pour bénéficier de ces aides, en fait. Parce que tu as besoin de trésorerie. Cet argent, en fait, tu vas pouvoir l'utiliser peut-être pour investir. On a par exemple, là, je vous ai mis toute une liste, en fait, qui est mise en place. Voilà, on a le prêt garanti d'État, donc qui est un prêt assez intéressant, qui a même, en ce moment, on a eu même un différé de 2 ans parce que les entreprises étaient censées rembourser à partir de mars 2021. Maintenant, on a repoussé à mars 2022. Vous imaginez, vous avez quasiment 2 ans où vous avez eu une trésorerie, mais on attend 2 ans. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre en œuvre des affaires. Vous allez pouvoir lancer les choses avec cette trésorerie-là. Donc, il faut que vous sachiez ce genre de choses. Et toutes ces mesures qui sont prises, notamment en France, il y en a qui concernent les micro-entreprises. Si tu vas me dire que tu es que micro-entrepreneur, il y en a qui concernent les micro-entreprises, en fait. Donc, il faut absolument aller regarder toutes ces aides-là et pouvoir en bénéficier. Tous les dégrèvements d'impôts qui vont être mis en place, il y en a pas mal qui vont être mis en place. Il faut que tu en bénéficies. Si tu as des activités, les activités partielles, c'est à toi de les lancer. Si tu ne les lances pas, ça ne se fera pas. Donc, si tu ne sais pas, ben voilà, c'est très dommage pour toi. Finalement, tu laisses de l'argent sortir comme ça de l'entreprise alors que tu aurais pu la garder. La trésorerie, c'est le point le plus important. Donc, il faut faire attention à la trésorerie. Donc, l'aide aussi qui est très importante là, ça va être l'aide à la digitalisation. Donc, pour certaines entreprises, il y a une aide par rapport à ça pour pouvoir mettre tout en place pour que tu sois connecté à Internet pour ton entreprise. Ça, tu dois le savoir. Donc, dans certaines régions, on va vraiment sur une prise en charge jusqu'à 50% de ton coût total. C'est quand même pas mal, c'est vraiment pas mal. Et tu ne peux pas priver ton entreprise d'une telle chose. Donc, tu dois absolument savoir toutes ces choses. Voilà. Donc là, par rapport aux aides de l'État, je vous ai mis aussi le fonds de solidarité. Là, vraiment, par rapport à la France, on a mis 500 € par mois qui te sont versés si tu respectes certaines conditions. Tu as le prêt garanti d'État, donc voilà, qui peut faire jusqu'à 3 fois ton chiffre d'affaires. Tu as des aides spéciales. Là, ça, c'est une nouvelle aide qui vient d'arriver pour les entreprises, notamment tout ce qui est restauration. Ils vont quand même pouvoir avoir jusqu'à 10 000 € selon certaines conditions. Tu as les aides dans ta région. Voilà, donc moi, ce que je peux dire par rapport aux aides, c'est de se dire, va chercher. Bon, là, je t'ai donné des points, mais essaie d'aller chercher un petit peu sur Internet. Va regarder sur les sites comme les sites comme tous les sites en fait qui concernent ta région. Donc là-bas, tu trouveras des informations. Tu peux aller regarder sur la CCI. Tu trouveras des informations par rapport à ça. Cherche vraiment l'information qui va te permettre de pouvoir gagner de la trésorerie. C'est vraiment très important. Voilà. Donc, si tu as des questions par rapport aux aides, je reviens juste. Voilà, je pense que je pourrais t'aiguiller, mais on a aussi Georgette Massing, qui est bien spécialisée dedans, qui accompagne beaucoup d'entreprises, qui est dans FDE, qui accompagne beaucoup d'entreprises par rapport à toutes ces aides-là. Donc, tu peux te rapprocher d'elle. Hein. Je pense que voilà, elle sera très ravie d'accompagner plusieurs personnes par rapport à ça. Donc, ensuite, voilà, c'est la crise, j'ai des opportunités, mais il est important de ne pas juste investir pour investir, en fait. Il va falloir que vous puissiez investir selon un risque calculé. Ce n'est pas juste dire, OK, j'ai de l'argent, je prends l'argent, j'investis. Non, il va falloir un petit moment de réflexion. Il faut que tu détermines déjà si tu as de la trésorerie. Donc, est-ce que j'ai de la trésorerie disponible? C'est-à-dire, j'ai payé toutes mes dépenses et il reste peut-être, je ne sais pas moi, 2 000 €. Ça, c'est de la trésorerie disponible. Très bien. Donc, j'ai de la trésorerie disponible. Il y a une opportunité que je vais pouvoir saisir. Moi, je te conseille de ne pas investir toute cette trésorerie disponible. Tu peux prendre juste 30% parce que tu veux tester quelque chose. Ça reste raisonnable. Tu peux prendre 30% de cette somme et l'investir, en fait, pour l'opportunité que tu viens de voir. Ensuite, une fois que tu sais que tu as cette trésorerie, là, il va falloir que tu estimes le rapport entre le gain et la perte. Ça veut dire que tu ne peux pas te mettre à investir une somme, sachant que si tu perds, ça va être un poids énorme pour ta société. Ça va être significatif. Donc, ça veut dire que si tu perds l'argent que tu viens d'investir, en fait,
voilà, ton entreprise, à la limite, elle va couler ou dans les 2, 3 mois, ça va être très, très, très compliqué pour elle. Donc ça, ce sont des risques qui, voilà, tu dois calculer ces risques-là, en fait. Tu dois agir en bon père de famille. Tu dois agir en bon père de famille. Tu ne vas pas aller dépenser tout ton argent alors que, voilà, tu as encore des charges, ta famille n'a pas mangé, tes enfants n'ont pas mangé. Non, on réfléchit toujours en chef d'entreprise, en bon père de famille. Et pour cela, il va falloir, même en investissant, calculer ce rapport gain-perte. Voilà. Donc là, tu vas tout simplement déterminer par rapport à ton opportunité, quel est le chiffre d'affaires que tu penses gagner. Donc, par rapport à ce chiffre d'affaires-là, si tu penses gagner peut-être, je ne sais pas moi, 2 000 € et que voilà, c'est l'exemple que je mets en bas. Si tu as décidé, par exemple, de gagner 10 000 € et que tu investis 3 000, donc on a quand même un rapport qui va être assez important. Ça veut dire que, bon, par rapport à ma société, ça encore, il faut voir. Si je mets 3 000, ça ne va pas handicaper ma société si je perds l'argent. Voilà, ça c'est très important. Si je perds l'argent, ça ne va pas handicaper ma société. Et en plus, si je positionne l'argent, j'ai l'espérance d'avoir au moins 2,5 fois la somme que je mets. Pourquoi je mets une telle valeur? Et parce que, en fait, il faut quand même qu'on est en temps de crise et où tu dois investir, ça doit être très rémunérateur, en fait. Voilà, tu ne vas pas aller te mettre à investir quelque chose dans une activité qui va te rapporter, je ne sais pas moi, voilà, tu mets 10 000, voilà, et puis ça va te rapporter un 100 francs, un 200. Non, il faut vraiment aller chercher l'activité, cette activité vache à lait qui fait rentrer de l'argent. C'est de ce dont tu as besoin en fait pendant la crise. Donc, ce rapport vraiment gain-perte, c'est très important. Ensuite, je te recommande quand tu choisis cette activité, il va falloir que tu réfléchisses sur le fait que est-ce que c'est une activité qui me permet d'au moins récupérer mon capital à très court terme. Ça veut dire qu'en 3 mois, moi c'est ce que je me dis, en 3 mois, tu peux récupérer le capital que tu as injecté en fait. C'est important mais parce que tu as besoin de trésorerie, il faut que les choses fonctionnent comme il faut que ça tourne en fait. Donc du coup, tu décides d'investir parce que tu as besoin d'argent maintenant et l'investissement doit se faire sur 3 mois. Voilà, donc si tu perds cet argent, bon, voilà, si la somme n'est pas importante, tu te dis quand même que tu vas pouvoir travailler doublement pour remettre l'argent dans la société. C'est une somme que tu peux remettre assez rapidement. Mais si ce n'est pas le cas, voilà, ne le fais pas. Ne va pas juste perdre tout ce que tu as parce que tu veux investir. Non, on investit toujours en fonction des risques qui doivent être calculés. Ensuite, pour ceux qui ont des équipes, pendant la crise, c'est important de fédérer vos équipes. Pourquoi est-ce qu'il faut fédérer vos équipes? Parce que un salarié, en général, ça on le lit, si vous lisez le livre de Robert Kiyosaki, Before to Quit Your Job, voilà, avant de quitter son emploi, il vous explique clairement que les salariés ont une certaine mentalité. Un salarié, c'est un consommateur. Un chef d'entreprise, c'est un investisseur. Et en tant que salarié, tous les salariés ne sont pas comme ça, bien évidemment, mais la majorité, voilà, pense consommation. Donc, ce qui les intéresse, c'est se dire, je me lève le matin, je vais à mon travail, mais je sais que je vais avoir un salaire. Et quand j'ai mon salaire, je sors pour faire la fête, je sors pour acheter ci, je sors pour faire des dépenses. Mais pendant le confinement, il n'a pas le droit de sortir. Il ne peut rien faire. Donc, au final, il n'est pas très motivé pour venir travailler parce que lui, sa récompense à lui, c'était de pouvoir se changer les idées, voilà, tout en supportant son travail, mais de changer les idées tout simplement en réalisant certaines dépenses. C'est ça, lui, sa satisfaction. Toi, en tant que chef d'entreprise, quand tu travailles, que tu as de l'argent, ta satisfaction, c'est de reprendre cet argent et d'investir. Le salarié, celui qui a la mentalité de consommateur, lui, c'est pas ça. Lui, il pense à acheter, il pense à avoir son salaire et de dépenser. Et s'il ne peut pas dépenser, ben, il ne se sent pas à l'aise, en fait. Pour lui, c'est pas bon. Il travaille, mais il ne peut rien faire de son argent. Voilà. Donc, il peut avoir cette situation de frustration, cette situation de démotivation. Voilà, et cela peut infecter ton entreprise. Hein. Si tu as vraiment une équipe, ça peut infecter ton entreprise parce qu'ils ne seront pas aussi déterminés, ils n'auront pas envie voilà, de se donner aussi à fond pour ton entreprise. Donc, toi, ton travail en tant que chef d'entreprise, ça va être de venir les encourager. Il va falloir que tu encourages tes équipes, il va falloir que tu apprennes à les féliciter, que tu apprennes à les valoriser. Voilà, en tant que chef d'entreprise, manager, il est important de savoir dire à ses équipes, quand ils ont bien travaillé, tu as bien travaillé. Quand tu as fait ceci, ben ça, c'était bien. Ça nous a fait ceci. Il faut parler, en fait. Il faut dire ces mots parce que ça va les valoriser.
Et du coup, ils seront motivés pour accomplir ce que tu leur demandes de faire. Et il faut veiller à créer un certain climat de confiance aussi dans ton entreprise. Quand on est en confinement, notamment moi, je suis en télétravail actuellement, voilà, mon entreprise est dans ses locaux, moi, je suis chez moi, je travaille de chez moi. Et le problème, c'est que les entreprises, toi en tant que chef d'entreprise, tu peux te dire qu'est-ce que fait mon salarié, est-ce qu'il travaille vraiment, est-ce que machin, est-ce que, non, il faut que tu fasses confiance à ton équipe. Fais confiance. Tu peux observer peut-être des baisses et tout ça, mais voilà, il faut maintenir ce climat de confiance en fait dans l'entreprise et il faut apprendre à tout simplement responsabiliser tes salariés. Voilà, fais leur confiance, responsabilise-les et je pense que cela peut être très important du coup pour l'évolution de ton entreprise. Ensuite, il faut travailler énormément à repositionner son entreprise. Ça, c'est important. OK, j'ai donné toutes les astuces. Voilà. J'ai donné pas mal de choses là tout à l'heure et tu peux te dire, bon, mais là, je ne me retrouve pas. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Je ne sais pas. Les vaches à lait, les activités, bon, je ne sais pas trop. Mais si tu ne sais rien si tu ne vois pas tout ça, si tu ne vois pas clair encore, moi, je te conseille une chose, c'est de commencer à t'asseoir et de réfléchir sur ton entreprise. Voilà. Moi, je suis en contact de beaucoup de chefs d'entreprise et le problème, c'est qu'il y en a pas mal qui sont très paniqués. Voilà, ils se disent, ah ben encore un nouveau confinement, on va rester chez nous. Oh là là, comment on va faire? Oh, les dépenses, oh machin, oh ceci, les dépenses, comment. Mais non, en tant que chef d'entreprise, si tu as une certaine vision, en temps de crise, si tu ne peux vraiment rien faire, la seule chose que tu peux faire, c'est commencer à t'asseoir pour repositionner ton entreprise. Tu dois commencer à réfléchir sur l'organisation. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'entreprise? Prends le temps d'étudier ton entreprise, prends le temps de l'analyser, réfléchis sur tes offres. Est-ce que ces offres sont bonnes? Est-ce que je suis implantée au bon endroit? Est-ce que je sers beaucoup de personnes? Au lieu juste de t'apitoyer sur ton sort, voilà, tu te poses sur ton canapé et tu commences à trop réfléchir. Non, pas du tout. Il va falloir travailler à repositionner son entreprise. Et c'est ton travail en tant que chef d'entreprise. C'est pas tes équipes qui vont venir le faire à ta place, en fait. Dieu attend que tu réfléchisses sur cela, que tu repositionnes les choses, que tu recadres tout comme il faut, en fait. Donc, c'est vraiment un travail qu'il va falloir faire, repositionner son entreprise. Une autre astuce que je pourrais dire encore, c'est de pouvoir se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée. Alors, ça, c'est très important aussi pour ce temps de crise parce que si tu as plusieurs activités et que, bon, le temps te manque ou, je ne sais pas, tu n'as pas trop de motivation, je te conseille de te concentrer sur l'activité à forte valeur ajoutée. Ça veut dire que c'est l'activité qui marche. C'est l'activité qui attire peut-être le plus de monde. Ce sont les activités qui te permettent de faire du chiffre d'affaires. Donc, même dans le cadre d'une entreprise globale, si tu as plusieurs activités, il y en a forcément certaines où, en réalité, ça ne te rapporte rien. Voilà, tu le fais juste. Ben, ces activités-là, il va falloir réfléchir à les suspendre un temps pour te concentrer véritablement sur les activités qui te donnent du chiffre d'affaires. Concentre ton temps dessus. Et si tu concentres ton temps dessus, ben, je pense que tu vas réussir à maximiser le temps et aller chercher en fait du chiffre d'affaires. Tu vas orienter ta stratégie autrement. Au lieu de dispatcher son temps, de vouloir tout faire et rien faire finalement, concentre-toi sur ces activités-là, les activités à forte valeur ajoutée, celles qui te permettent vraiment de faire du chiffre d'affaires. Et les autres, mets-les de côté pour un temps. Si tu peux les suspendre, suspends-les. Si tu peux tout faire pour les réduire, essaie de limiter le temps que tu consacres à ces activités-là et concentre-toi vraiment sur celles qui te conduisent à avoir un chiffre d'affaires. Donc, je pense que j'ai terminé. J'espère que je vous ai donné le maximum d'informations. Et voilà, ma prière est que véritablement vous puissiez faire quelque chose pendant cette crise parce que je sais que c'est possible. C'est totalement possible et il va falloir que vous agissiez par rapport à ça. Voilà. Merci à toutes et j'ai Oh, mais Marva, essayé, merci je à suis allée à toi. fond. Merci à toi, Marva. Alors là, tu n'as pas donné tu as donné vraiment tout. Alors moi, je te dis, c'est quoi? J'ai noté, alors une page. En plus, moi, c'est des grands carrés comme ça. Donc, une, deux, trois, j'ai quatre. Tu t'imagines? Waouh, Et des grands comme ça. Alors, gloire à ah oui, Dieu. oui, j'ai noté.
Et j'essaie de noter vite parce que oui, effectivement, J'ai dû speeder, ben oui, on est un peu en retard, mais comme je dis à toutes les participantes, je pense que je vais disposer un temps vraiment pour consacrer à répondre aux questions si nécessaire. Je peux peut-être prendre quelques... Je ne sais pas, Mireille, tu me dis, Oui, est-ce du qu'on coup, peut là, tu peux prendre quand prendre, tu même? peux prendre, tu peux On prendre quand peut? même. OK, donc je vais prendre 5 quelques questions à peu près. questions Ah, et vas-y. après, voilà, je vais quand même consacrer un peu de temps pour répondre après, quoi. Parce que même moi, j'en aurais. Hein. Enfin, j'en ai plein. OK, bon alors je vous écoute, mesdames. Est-ce que Alors, vous les pouvez questions, peut-être ouvrir vos caméras, que je vous vois aussi? J'ai beaucoup voilà, parlé. on veut voir vos beautés, là. Allez, allez. J'ai beaucoup parlé. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je sais que je suis allée un peu vite, mais voilà, dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Vous voulez qu'on revienne sur un certain point? André, je t'ai vu concentré là tout à l'heure. T'as pas de questions? Je te voyais, tu écrivais là. T'as pas de questions? Allô? Oui, Oui, Julie. Salut. c'est André. Salut, Moi, c'est Julie. merci. Ah, c'est Julie. André. OK. Euh, allô? Oui? Oui, Julie, on t'entend. Ah non, t'as Non, pas non, ouvert c'est le André. micro. Ah, Attends, c'est qui? Ah oui, c'est André. Oh, sorry, pardon. André, oui, ah oui, pardon. c'est Vas-y. André. Oui, exactement. D'abord, je veux dire merci à Marva, vraiment. Quand je me suis enregistrée, quand j'ai payé mon billet, j'ai dit, OK, voilà un truc dont j'ai vraiment besoin. J'ai besoin de comprendre comment gérer mes comptes et tout. Et vraiment, je suis waouh parce que tu as donné encore plus que ce que je pensais. Donc, merci beaucoup. Et tu as répondu à des questions que j'avais notées déjà. Donc, OK. c'est déjà là. Mais il y a une question que j'ai notée par Oui. rapport à la société. Tu as Oui. parlé des différentes... tu as appelé ça comment déjà? Forme de société? Voilà, exactement, les formes d'exercice de l'entrepreneuriat. Oui. La société, l'entreprise individuelle et l'auto-entreprise. Oui. Et donc, je n'ai pas encore créé, je ne me suis pas encore enregistrée déjà officiellement. J'ai créé une boutique en ligne et tout. Bon, c'est en train de grandir petit à petit. Mais j'aimerais savoir, dans le cadre, par exemple, des taxes, Oui. comme il y a la société, l'entreprise et l'auto-entreprise, est-ce qu'on paye les taxes dans le tout dès qu'on s'enregistre? Et si c'est le cas, quel est... Qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas entendu. Oh, pardon. Elle pose des questions oui, par rapport à les différentes formes de société et quelles sont les taxes Bon qu'on... appétit, bon appétit. Et attendez, déjà, pardon, mettez félicité un truc, hein, s'il vous plaît, pardon. Pour l'instant, il n'y a pas encore Ah, prix du coffret, Ouais. mais on va communiquer le prix dans les différentes plateformes il faut peut-être la mettre il faut peut-être Oui. des Est-ce exploits que Mireille, tu et peux fermer ton micro, sur s'il te les réseaux plaît? sociaux Comme ça, je également. vais Mhm. pouvoir échanger Donc, avec les gens se mettent juste André. en vous Mais êtes Marva, avec mets-moi elle, encore juste si tu veux après. gérer, s'il te plaît. D'accord, ok, pas de souci. Oui. C'est bon. Excuse-moi. Du coup, André, tu peux aller. Je pense que j'ai commencé à voir un peu ta question. Oui, donc c'est ça en fait. Donc j'aimerais savoir quel est le meilleur, Pourquoi? quel parmi les formes d'entreprise est mieux en termes de taxes, lequel paie moins de taxes ou je ne sais pas. Et, et est-ce qu'on paye, bon, premièrement, Oui. est-ce qu'on paye les taxes dans toutes les formes d'entreprise? Deuxièmement, laquelle est mieux en termes d'économie de taxes? Je ne sais pas si c'est Alors, la bonne. oui, c'est clair. Déjà, ça dépend vraiment de... Pour moi, je pense que ça dépend de ce que tu veux faire. Alors, si tu veux commencer en micro-entreprise, oui, dans toutes les formes de société, tu payes de l'impôt. Ça, c'est comme ça. Si tu es en France, André? Non, je suis actuellement en Australie. Ah, ok. Je vais essayer de t'expliquer par rapport à mes connaissances en France, hein. En fait, que tu sois micro-entrepreneur, auto-entrepreneur ou société, tu vas forcément payer de l'impôt. Alors, en micro-entreprise, tu payes de l'impôt par rapport à ce qu'on appelle une base forfaitaire. Ça veut dire qu'en France, on a le régime forfaitaire. Donc, si tu réalises un chiffre d'affaires, par exemple, sur l'année de 10 000 euros et que tu es dans une activité de achat-revente, on considère que tes charges, on va les évaluer à 70%. Donc, on va prendre 70% de 10 000 euros, donc ça fait 70% de 10 000 euros, donc ça fait 7 000 euros et on considère que tes charges sont de 7 000 euros. Donc ton bénéfice est de 3 000 et ces 3 000 euros, en fait, tu vas pouvoir les remonter et être imposé sur ce qu'on appelle ici en France l'impôt sur le revenu. Donc la micro-entreprise, c'est comme ça qu'elle fonctionne, quelles que soient tes charges. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est que
il faut pouvoir évaluer les charges. Si tu sais qu'en micro-entreprise, le forfait qu'on t'applique là va te générer une charge, par exemple, de 7 000, alors que toi, tes charges réelles sont à 8 000, tu n'as pas vraiment intérêt à rester en micro-entreprise parce que tu perds 1 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Tu perds 1 000 euros. Donc, du coup, là, la micro-entreprise, ce ne sera pas adapté pour toi. Moi, je conseille beaucoup la micro-entreprise au départ pour toutes les prestations de services. Voilà. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, si je veux lancer des formations en ligne, j'ai besoin de quoi? De mon ordinateur, de ma connexion et c'est tout. Pourtant, si j'arrive à faire, allez, soyons ambitieux, j'arrive à faire 5 000 euros par mois, j'arrive à faire 5 000 euros par mois, qu'est-ce qui se passe? L'État va venir appliquer un taux de 50%. Donc, ça veut dire que sur les 5 000 euros, ils vont considérer que j'ai 2 500 euros de charge par mois, ce qui n'est pas vrai. Parce que j'ai mon ordinateur, ma connexion me coûte peut-être 45 euros par mois, c'est tout. Donc, en prestation de service, c'est intéressant de passer dans cette activité de micro-entreprise parce que c'est intéressant pour moi. Hein. Je n'ai pas beaucoup de charges, on me calcule un taux de charge qui n'est pas vraiment celui que j'ai. C'est totalement avantageux. Donc, moi, je vais plutôt partir vers la micro-entreprise pour une prestation de service. Pour les ventes de marchandises, vraiment, il faut se poser la question à tes charges réelles. Est-ce que tes charges réelles dépassent ou pas? Ensuite, quand tu es en entreprise individuelle, là, ce sont les charges réelles. Entreprise individuelle, société, on prend toutes tes charges réelles en fait. Donc, une fois qu'on prend tes revenus, toutes les charges réelles, tu arrives sur un bénéfice. Et ce bénéfice-là, si tu es en entreprise individuelle, va remonter sur ton impôt sur le revenu. Donc, on va le rajouter quand tu fais ta déclaration d'impôt sur le revenu. On va rajouter cela dans ce cadre-là et tu vas être imposé par rapport à ça. Quand tu es en société, il y a aussi deux possibilités. Soit tu es imposé à ce qu'on appelle ici en France l'impôt sur les sociétés, soit tu vas être sur l'impôt sur le revenu. Donc, l'impôt sur le revenu, c'est le même principe. Tu as ton bénéfice à la fin. Ton bénéfice va remonter sur ton impôt sur le revenu et tu seras taxé. Donc, pour celles qui sont en France, elles connaissent un peu le principe. C'est le principe de l'impôt progressif, en fait. Selon le revenu total, tu seras dans une certaine catégorie. Ce que je dis, c'est que pour choisir entre les deux, donc on a déjà vu auto-entreprise, pour choisir entre impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu, c'est un calcul vraiment qu'il faut s'asseoir pour faire. Pourquoi? Parce que il va falloir que tu détermines si tu payes un peu plus d'impôts en lançant l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Voilà. Actuellement, la plupart des entreprises sont en train quand même de sélectionner l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est un impôt qui est en train d'être abaissé au fur et à mesure. Voilà, c'est vraiment l'impôt. Là, on a en général, moi, quasiment la plupart des sociétés que j'ai quand même ne sont taxées qu'à 15%. Pourquoi? Parce que tu es imposé à 15% sur ton bénéfice de 36 000 euros. Donc, à 36 000 euros, tu es imposé à 15%. Et quand tu vois toutes les charges que tu as dans l'entreprise, même pour les restaurants et tout ça, des fois, on arrive à un bénéfice de 36 000 euros. Donc, tu vois, tu ne payeras que 15% sur ce bénéfice-là. Donc là, ça reste intéressant. Mais c'est vraiment des calculs à faire. C'est des calculs à faire et surtout, ça dépend véritablement de ce que tu veux faire en fait. Moi, je pense que dans tous les cas, il va falloir finir en société. Il faut finir en société. Pourquoi? Parce que la société, contrairement à l'impôt sur le revenu, on te taxe tout de suite. Ça, c'est l'inconvénient. Ça veut dire que j'ai fait mon bénéfice là tout de suite. Voilà, je le prends. Je vais payer des impôts dessus à 15% et tout ça, je paye mes impôts. Pareil pour l'impôt sur le revenu, en fait. Donc, il y a une taxation quand même tout de suite, mais tu as quand même l'avantage avec la société de décider de ne pas peut-être distribuer tes dividendes. Donc, si tu ne distribues pas de dividendes, l'argent reste dans la société et tant que tu n'as pas pris l'argent, on ne te taxe pas, tu vois. J'explique un peu vite, mais voilà, c'est vraiment une question sur laquelle il faut réfléchir pour déterminer à partir de quand est-ce qu'il est intéressant pour toi de passer à l'impôt sur les sociétés. Mais vraiment, actuellement, la majorité des entreprises s'orientent vers l'impôt sur les sociétés parce que les taux sont en train de baisser énormément. Voilà. J'aimerais savoir, Marva, s'il te plaît, parce que du coup, il y a des questions et on est prise par le temps. Est-ce que c'est possible, est-ce qu'il y a une possibilité pour que ces dames
te contactent pour les questions, en fait. Je pense que c'est ce qu'on va faire. C'est ce que j'avais proposé depuis. C'est ce qu'on va faire parce que, voilà, sinon, on ne va pas y arriver. Effectivement. Parce que tu sais ce que tu as donné là, tu as donné du contenu très, 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 très lourd, hein, mais vraiment lourd. Donc, c'est normal qu'il y ait énormément de questions parce que moi, j'en ai. Mais je te poserai ok, non, mais on va faire ça. Je pense que c'est mieux, hein, parce que sinon, on est là pour toute l'après-midi. Oui. C'était trop bien, vraiment, merci beaucoup. Quand je regardais le titre au début, je me disais, mais c'est quoi ce long titre-là? Ça va être quoi? Ça va être intéressant ou pas? Et là, franchement, je suis agréablement surprise. C'est juste magnifique. Merci beaucoup, Marva. Merci. Je remercie vraiment aussi toutes celles qui sont là et puis FDE, hein, pour avoir permis de donner cette formation que le Seigneur a vraiment posée dans mon cœur. Et je tiens aussi à rappeler à toutes les femmes qui sont présentes que je suis en cours d'écriture d'un livre par rapport justement à la gestion de l'entreprise en temps de crise. Donc, selon la façon dont le Seigneur me conduit, le livre va être fini. Et le livre sera vraiment offert à toutes celles qui ont assisté à l'atelier. Voilà. Donc, magnifique. Dès que le livre sera fini, parce que bon, je voulais le finir assez rapidement, mais j'avance et le Seigneur me dit non, c'est pas encore, va en profondeur. Donc, bon, ça tire un peu, mais voilà. Donc, toutes celles qui sont là à l'atelier pourront bénéficier du livre dès qu'il sera sorti. Donc, on a vos mails et voilà, on pourra vous envoyer le livre en format e-book dès qu'il sera sorti. Merci beaucoup, Marva. Merci beaucoup. Merci à toutes les participantes. Je vais juste vous inviter à sortir, à quitter le Zoom et à repartir sur le Zoom général. OK? Je vous attends là-bas parce qu'il va y avoir la suite. Allez. On va avoir les intervenantes encore. Allez, à tout de suite. Merci à tous. À plus.